Adrien est le cofondateur de Slick, la première agence TikTok en France. Avec son associé Antoine, ils ont débarqué sur la plateforme à l'époque où elle était remplie de contenus peu attractifs pour les marques. Et ils ont pourtant réussi à convaincre des enseignes comme Burger King, Levi's, Subway ou encore Fitness Park de leur faire confiance pour créer leur première campagne sur TikTok. Slick est aussi à l'origine des plus grandes soirées de créateurs jamais organisées en France, avec les For You Nights qui en réunissaient des milliers. Ok les gars, j'ai été invité à la plus grosse soirée d'influenceurs de France. Tout ça a cartonné et en quelques années, ils se sont imposés comme étant l'agence numéro 1 pour accompagner les grandes marques sur TikTok, et ce n'est que le début. Dans cet épisode, on va parler de son parcours incroyable, de comment Slick se développe sur les autres plateformes comme YouTube, et on va bien sûr évoquer les dessous des collaborations commerciales dans l'influence. C'est quoi le plus gros chèque d'influence que t'as fait? Je dirais entre 150 000 et un peu plus de 200 000. Adrien Copin dans Solo Créa, c'est parti. Merci Adrien déjà d'être venu, bienvenue sur Solo Créa, du coup je suis très content de te recevoir. Tu es le gérant et cofondateur de l'agence Slick, qui est une agence TikTok et qui travaille aussi avec d'autres plateformes et plein de créateurs notamment. J'imagine que vous faites plein de choses en plus aussi aujourd'hui, mais en tout cas vous vous vendez comme une agence TikTok sur votre site notamment. J'ai très envie que tu m'expliques un petit peu tout ça. Vous avez été parmi les premiers, si ce n'est les premiers je pense, à lancer ça avec ton associé Antoine. Et je suis carrément intéressé que tu me racontes un peu cette histoire-là. Comment est-ce que vous êtes même rencontrés avec Antoine? Quelle est un peu l'histoire de Slick? Et j'ai plein de questions pour toi un peu business après, et même sur ta vision un peu de la créateur économie actuelle, future. Voilà, j'ai plein de questions pour toi. Donc si ça te va comme programme, je te propose de démarrer avec ça directement. Très très bien ce programme. Magnifique. Eh ben, écoute, raconte-moi alors comment, d'où viens-tu? Quel est ton parcours un peu, tes affinités avec la création de contenu? Ouais, complètement. Et d'où arrive Slick? Ouais, allez. Écoute, moi, mes premiers pas dans la création de contenu, c'était au collège. En fait, je pense, comme toi et comme beaucoup de jeunes il y a 10 ans, on était à fond PS3, Call of, etc. Et j'avais un pote qui était vraiment bien branché là-dedans et surtout dans les teams sur Call of. Et à l'époque, les teams sur Call of, genre la FaZe, OB, etc., c'est ceux qui faisaient le plus de vidéos, qui étaient à fond dans le graphisme, parce que avant sur les chaînes YouTube, je sais pas si tu te rappelles, autour, fallait faire tout un graphisme. Ouais. Voilà. C'était pas comme avant, c'était dégueu d'ailleurs en vrai. Enfin, Ouais, quand tu regardes les screenshots à l'ancienne, mais c'était des big bannières, ouais. Ouais, c'était les chaînes communautaires et tout. Exactement. Et du coup, moi, à ce moment-là, pareil, j'étais un petit geek et j'avais Photoshop, j'avais Cinema 4D, j'avais tout ça. Et j'avais commencé, en fait, mon pote m'avait dit, ok, les gars, là, ils recherchent du design. Et moi, j'avais regardé 2-3 tutos Photoshop et j'avais commencé à faire des bannières YouTube. Mais du coup, de l'époque, c'était beaucoup plus complexe parce qu'en fait, ça habillait toute la chaîne YouTube. Et ensuite, on s'est chauffé. Mon pote, il a acheté un Game Capture HD pour filmer l'écran. Et on s'est mis à faire du commentary sur Call of. Donc là, moi, je suis passé du format, graphisme à vidéo. Bon, j'avais pas mué, donc on a arrêté très rapidement parce que c'était trop la honte. Attends, mais t'avais quel âge du coup? C'était en quelle année? Moi, j'étais en sixième. J'étais en sixième. Okay. Donc je sais pas quel âge j'avais en sixième. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans. Okay. Donc c'était il y a plus de 10 ans, je te parle de ça. Ouais, voilà. okay. Et donc, vu qu'on a commencé à faire de la vidéo, j'ai téléchargé Sony Vegas, qui est un logiciel de montage. Exactement. Et j'ai commencé à faire du montage. Donc ça, c'était vraiment mes premiers pas dans vraiment faire des vidéos, faire du graphisme, etc. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que après, les premiers euros que j'ai grandi, bac ES, DUTTC et 1 an en marketing digital et audiovisuel. Ok. J'ai arrêté les études, ça me convenait plus. Au milieu? Ouais, non, j'ai terminé mon bachelor. Mais je suis jamais allé chercher le diplôme. Okay. J'avais lâché, quoi. C'était pour dire quoi. Ouais, mais j'ai vraiment kiffé cette dernière année parce qu'elle m'a donné beaucoup plus de vision et en fait, aujourd'hui, je pense que ça me sert dans le métier que je fais. Parce que je comprends, par exemple, ce que c'est une ad, je comprends ce que c'est du SEO, je comprends ce que c'est un funnel, je comprends tous les termes techniques. Je suis intéressé qu'on en parle après parce que déjà tu fais partie des rares personnes qui me disent que leurs études servent à quelque chose dans le milieu du coup de la création de contenu. J'imagine que ça t'a fait gagner du temps du coup sur ces sujets-là, mais je suis intéressé que tu m'expliques un peu la différence entre la théorie des études sur des sujets qui sont méga actuels comme les funnels, enfin qui évoluent très vite, tu sais, et qui sont très terrain quoi. Moi j'ai un peu une vision, j'ai pas fait d'études supérieures, moi j'ai un peu une vision de ce que j'en ai vu de loin, tu sais, de proches qui en font et tout. Ouais. C'est que c'est un peu, il y a un peu 10 ans de retard, tu vois, sur
Tu sais, je sais pas, le marketing digital, si on te parle d'Instagram à l'école, Ouais, et c'est la réalité, clair. tu vois, il y a un petit décalage souvent. Ouais, je pense qu'il y a même un gros décalage Ok. pour la plupart des écoles. Moi, j'ai eu la chance de faire une école qui est l'ECITV. Et en fait, tous mes profs, c'était des mecs qui avaient leur business. Donc en fait, ils savaient de quoi ils parlaient. C'est comme si toi, demain, tu vas donner un cours, tu sais de quoi tu parles et t'es actuel. Ok, ça change tout, ouais, du coup. Ouais, j'ai eu cette chance et j'avais un directeur qui s'appelle Johan Barrier et qui était ultra pédagogue, qui nous faisait kiffer vraiment les études et vraiment ça nous faisait plaisir d'apprendre. Bon, moi après, pourquoi je dis que j'ai arrêté, parce que ça me saoulait, c'était pas l'école, c'était genre vraiment moi et les études, enfin je voulais arrêter depuis le bac, mais j'avais juste pas le courage. Du coup j'ai continué, mais non, les études, moi en fait ça m'a permis de me dire, en fait ça m'a surtout permis de savoir ce que je voulais pas, plutôt que de savoir ce que je voulais. Et ce que je voulais pas, c'était faire un taf qui m'intéresse pas, où je comprends rien. Et ce que je voulais pas, c'est travailler avec des cons. Moi, je veux travailler qu'avec des gens que j'apprécie. Si je t'apprécie pas, de toute façon, tu vas le sentir et je vais... Ça va mal se passer. C'est pas que ça va mal se passer, mais... Enfin, je pense... Enfin, tu peux faire semblant une semaine, mais tu peux pas faire semblant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça, mes études, pour le coup, me l'ont appris parce que j'étais en alternance. Et ça m'a aussi appris un peu, disons, la partie émergée de l'iceberg du marketing digital et de l'audiovisuel. Et ça m'a permis de pouvoir parler à des marques derrière, à des directeurs marketing et parler le même langage qu'eux. Et ça, oui, en vrai, ça m'a fait gagner pas mal de temps et je pense que ça a pas mal contribué à la progression de Slick. Trop bien. Du coup, tu recommandes cette école pour je sais pas, des gens qui voudraient travailler, que ce soit sur les réseaux ou... Bah moi, c'était il y a 4-5 ans. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais moi, en tout cas, au moment où je l'ai fait, ouais, c'était très cool. Et je recommande vraiment Johan Barrier. Ok. Là où, je sais pas dans quelle école il est actuellement, mais ouais, franchement, ça fait partie des meilleurs profs que j'ai eu, ouais. Trop bien. Mais donc là, du coup, c'était en quelle année que t'as fait ça? Parce que est-ce que t'as lancé Slick vers la fin de tes études, du coup, si je matche bien les dates? Ouais, bah du coup, on reprend ce que je disais avant. Ouais. Donc, j'avais fait du graphisme et du montage vidéo quand j'étais au collège. Et ensuite, donc, sur ma dernière année d'études, j'ai commencé à faire du graphisme et du montage pour un pote à moi qui s'appelle Silouane Pascal, qui se lançait sur YouTube. Et c'était mes premiers euros que j'ai fait en ligne. J'en ai fait quelques-uns. Enfin, j'ai fait quelques montages, quelques graphismes, enfin, quelques miniatures YouTube. J'ai arrêté mes études. Et là, je me suis retrouvé vraiment dans ma chambre, tout seul. J'avais arrêté mes études, je voyais plus mes potes, j'avais plus rien. J'étais dans ma campagne, genre dans un village de 500 habitants chez mes parents. Où ça? Vas-y, au cas où. Dans le 28. Ok. C'est quoi la grande ville la plus proche? Ouais, c'est proche de Rambouillet. Ok. Dans le fond du 7-8. Et en fait, j'étais tout seul dans ma chambre et vraiment, j'avais aucun avenir en tête. C'est-à-dire que je me suis posé et je me suis dit, ok, Adri, bah là, t'es tout seul, t'as rien, mais à contribution, les 3 années où t'as lu tous les livres de la Terre, t'as regardé toutes les vidéos YouTube de la Terre pour apprendre des choses, et fais-en quelque chose. Et ces 3 années d'apprentissage, elles m'ont mené à me dire, ok, Adri, fais des TikTok. Non mais attends, en plus c'est fou parce que pour le contexte, à cette époque-là, du coup on est en 2021, même fin 2020, et à cette époque-là c'est la honte de fou de faire des TikTok. Ah, c'est la honte. C'est l'explosion, enfin c'est le tout début de TikTok et c'est la honte quoi. Les Instagram, enfin les Reels sur Insta ça existe même pas, YouTube Short encore moins. Et, et ouais, il y a juste TikTok qui arrive, c'est un peu le nouveau phénomène et on se dit un peu ouais c'est le truc pour les Golemons ou les enfants de 7 ans, et voilà. Exactement. Et donc toi t'arrives et tu te dis ouais je fais ça quoi. Bah en fait ce que je m'étais dit, la réflexion derrière ça c'était plutôt ok Adri, si tu vas avoir un business en ligne, il te faut une communauté et le meilleur moyen d'avoir une communauté en 2020 c'était TikTok. Et je pense que c'est quand même encore d'actualité. Et donc c'est ça où je me suis dit ok bah Adri commence à faire des TikTok, tu sais faire des vidéos, tu sais écrire, tu sais ce qui marche, tu sais monter, tu sais te filmer. On m'a fait des TikTok. Donc je fais mes 2 premiers TikTok, ils font pas de vues, genre 200 vues. Et ensuite je me creuse la tête un petit peu, je cherche des formats qui peuvent marcher et surtout qui me parlent. Et
Et un jour, je me dis, ok, Jeff Bezos, il gagne combien chaque seconde? Genre là, le temps qu'on parle, toi et moi, combien il fait, lui? Combien il gagne d'argent? Et je me suis dit, ok, bah, ça pourrait être intéressant d'en parler en vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo, je dis, Jeff Bezos a gagné 200 milliards cette année, soit X euros par mois, X euros par jour, X euros par heure, X euros par seconde. Et genre, je poste cette vidéo, je vais manger. Je m'attendais à ce qu'elle fasse 200 vues comme les deux d'avant, qui parlaient de dev perso nul. Et je vais manger, je reviens, je vois plus 99 sur les notifs TikTok. Genre, la vidéo, elle était à 100 000 vues. Juste le temps de manger, Ouais. c'est incroyable cette appli. Ouais, non, mais à l'époque, Ouais. c'était violent. Et donc, elle a fait au total 200 et quelques mille vues. Elle était partie vraiment cool. Et là, je me suis dit, ok, j'ai craqué un truc. Et c'est là où j'ai répliqué le format. J'ai testé d'autres formats. Franchement, j'ai testé pas mal de formats sur TikTok. Et ça m'a permis de comprendre vraiment ce qui marchait et les codes. Typiquement, le hook. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde truc. Moi, ça, c'est quelque chose que je travaillais en 2020 et où vraiment je me cassais la tête sur comment rendre la vidéo Attractive sur les premières secondes. Donc le hook, c'est l'accroche, quoi. Ouais, exactement. C'est la première phrase, c'est qu'est-ce qui te fait rester sur la vidéo. Et pareil, je faisais des vidéos en 2 parties pour que les gens s'abonnent plus. Bref, j'ai testé pas mal de choses. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis remis dedans. Trop bien. Et donc, t'as fini, là, aujourd'hui, t'as toujours ton compte TikTok, du coup. Ouais, mais tout est... T'es plus actif, mais t'étais monté à combien, du coup 270 000 abonnés. Voilà. Et ensuite, j'avais arrêté parce que l'agence... Du coup, on a lancé l'agence et j'avais plus le temps de le faire. Voilà. Mais donc, du coup, c'était pour expliquer et poser le cadre un petit peu. Donc, tu t'es lancé à ce moment-là, fin 2020. Ouais. Et assez rapidement, du coup, en combien de temps? En un an, peut-être quelque chose comme ça, du coup? Ouais, franchement, ça allait super vite. Hein. En fait, je me suis lancé ma première vidéo, je l'ai faite en septembre 2020 et on a lancé Sleek en décembre 2020. Et on a ouvert la boîte en janvier 2021. Donc, tu vois, en 3-4 mois, ouais. C'est... Voilà. Incroyable, ok. Et donc, du coup, t'as rapidement, dans la foulée, j'imagine, une fois que vous aviez lancé la boîte, arrêté. Donc, en fait, en moins d'un an, ouais. t'as eu le temps de prendre 270 000 abonnés TikTok, arrêter parce que tu montais une boîte et la développer, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai pas totalement lâché parce que derrière, faut savoir qu'au début, Sleek, c'est nous qui faisions les vidéos, c'est-à-dire que c'était vraiment nos têtes sur les comptes des clients. Parce que du coup, pour réexpliquer, Sleek, on était la première agence TikTok en France. Ça existait pas et on était juste parti du postulat, donc avec mes 2 associés qui étaient aussi des TikTokers que je ne connaissais pas du tout, qui faisaient juste le même type de format que moi mais ailleurs dans la France. Ah, vous êtes 3 en fait, vous êtes pas 2. Au début on était 3. Ah, au début vous êtes, ok. Et ensuite Hugo, du coup le 3e associé, oui, est parti à Bali. Okay. Et du coup on a ouais, vous êtes arrangé quoi. Ouais. Okay. Et je sais plus ce que je disais. C'est que tu t'avais lancé l'agence, enfin c'était 2 TikTokers que tu connaissais pas en fait. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, ouais, voilà. Donc Hugo et Antoine, du coup. Hugo et Antoine qui est encore mon associé aujourd'hui. Et au début, c'était vraiment nous qui mettions nos têtes sur les vidéos. Et c'est vraiment de là que tout est parti. Et pour te dire, même les premières vidéos, on les faisait gratuitement, juste pour avoir des cases et montrer aux marques qu'on sait le faire. Et il faut se remettre dans le contexte. En 2020, une marque, tu lui dis viens faire des TikTok, elle te dit non, il y a que des filles de 15 ans qui dansent. Ce qui était, enfin moi, c'était un peu le cas à l'époque ou pas. Enfin, c'était en tout cas ce qui était distribué en majorité. La preuve que non, parce que toi tu faisais. Bah oui, regarde, moi je faisais des millions de vues sur où je parlais de success stories. C'est vrai qu'il y avait un truc où moi je crois que j'étais un peu, j'étais pas, enfin si on compare à ce que c'est aujourd'hui TikTok, j'étais early, mais je veux dire, j'étais pas dans les early adopters quoi on va dire. Ouais. Et quand j'avais testé peut-être en 2021 ou mi-fin 2021. Bah, c'est vrai que tu ouvres le truc, l'algo il te balance direct des meufs quoi, tu vois, je veux dire le temps avant que l'algo se fasse etc. Mais c'est vrai que t'avais quand même ce truc. Ouais, mais du coup c'était très cliché quoi. Pour les marques, il y avait un peu ce truc, alors qu'en fait c'était pas ça. Ouais, exactement. Et puis avant c'était Musical.ly et c'est surtout cette image là qui traînait. Mais non, la preuve c'est que Antoine il faisait du contenu un peu sociologie, psychologie, ça marchait très bien. Hugo un peu pareil, ça marchait super bien. C'est juste que en fait c'était ultra niche quoi. C'était ultra niche. C'est comme si je te dis Twitch, c'est que des gamers. Oui, ouais, c'est voilà. C'est le même. Alors que non, tu vois, il y a plein d'autres choses sur Twitch. Mais il y avait cet ADN de base. Par contre, tu regardes Twitch en 2000. Oui. Je sais pas, 14. Ouais, voilà. Bah, TikTok, en vrai, c'était pareil 2016, sur Musical.ly. Mais donc voilà, donc on s'est lancé et donc tout ça pour dire que
Ouais, j'ai arrêté les vidéos sur mon compte. Mais après, j'en ai fait pour les marques. Et ensuite, quand on a recruté, j'étais beaucoup à l'écriture. Là, je passe grave les étapes. Mais aujourd'hui, j'ai le rôle de dire créa et dire prod chez Slick. Oui. Donc en fait, c'est un peu moi qui reste la vision créative de ce qu'on fait. Et je suis encore très très ancré. Je relis tous les scripts que mes créas font. Je retravaille beaucoup de concepts. J'interviens sur les propals. Je check les vidéos quand il y a besoin. Bon, maintenant on a une très bonne équipe, donc en vrai ça tourne vraiment vraiment bien et j'y passe beaucoup moins de temps. Mais Parle-moi de Slick justement. Est-ce que tu peux me faire une petite présentation de voilà aujourd'hui Slick, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'une agence TikTok, pour ceux qui sont pas trop dans le game, ça peut être, enfin, tu vois, on peut se dire, c'est quoi? C'est une agence qui fait des TikTok, c'est une agence qui fait des placements de produits sur TikTok, c'est une agence qui fait, il y a l'UGC, etc. Enfin, est-ce que tu fais tu vois? ouais. Donc, qu'est-ce que Slick? Aujourd'hui, en majorité, et c'est combien de personnes dans l'équipe? C'est combien je sais pas si tu peux partager des chiffres de chiffre d'affaires, etc. Mais Slick déjà c'est plus une agence TikTok du tout. On n'est plus du tout une agence TikTok. On a beaucoup évolué, donc ça fait 4 ans. On a beaucoup évolué, mais aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt une agence créative social media. On a deux accompagnements. Soit la production de contenu TikTok, Reels, enfin un format vertical. Ça, on a toujours gardé. Et donc là, on intervient sur la stratégie, c'est-à-dire qu'on va vraiment penser le concept global, soit de la campagne, soit du compte TikTok, parce qu'on accompagne des marques comme les cinémas Pathé, Fitness Park, on a fait le lancement du Ritz. Donc là, on définit toute la stratégie. Ensuite, on pense les concepts, on rédige les contenus et on les produit. Donc tout l'accompagnement sur le format vertical. Et on fait aussi des pubs, donc des campagnes plus publicitaires. donc c'est vraiment les marques, la cible ici. Ouais, nous on accompagne vraiment full marque. On accompagne que les marques. Donc ça c'est notre premier accompagnement. Et le second, ça va être tout ce qui va être campagne d'influence. Et donc là on se limite plus du tout que à TikTok et Insta. On fait du YouTube, on fait du Twitch, TikTok, Insta aussi. Là pour te dire, les dernières campagnes qu'on avait, c'était quasi que du YouTube. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage parce que, enfin, c'est pas dommage, mais on traîne un peu cet ADN TikTok et on est beaucoup vu comme une agence TikTok, alors qu'aujourd'hui, les équipes, elles se sont très très bien développées. On a produit des émissions Twitch. Là, tu vois, on a accompagné Fitness Park sur Kaizen avec Inox. Donc, c'était tout un dispositif. Il y avait du Twitter, il y avait du Insta, il y avait du YouTube, il y avait vraiment tout. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe, justement? On est entre 14 et 16. Ça dépend ce que tu prends en compte avec les free et autres. Mais ouais, on est une bonne équipe de 14. Et ça se répartit entre consultants, équipe créative et équipe de production. Ok, très clair. Et aujourd'hui, du coup, les campagnes d'influence versus, du coup, ces services, on va dire, d'agence, enfin, l'autre partie de Slick, c'est une agence de service, du coup, pour les marques. C'est quoi votre activité principale? Parce que moi, du coup, vu que je traîne pas mal avec des créateurs, etc., j'entendais surtout parler de Slick pour ses campagnes d'influence, moins pour la partie agence de service, on va dire. Mais donc, c'est quoi le ratio un peu d'activité? Est-ce que c'est quoi le plus gros de votre activité? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on est environ à 50-50. Okay. On est à 50-50 entre l'accompagnement format vertical et les campagnes d'influence. Ça veut tout et rien dire parce que le C en influence est beaucoup plus élevé que sur de la prod contenu vertical. Mais je dirais en temps passé, c'est à peu près 50-50. Ah ok, mais par contre, niveau chiffre d'affaires, vous avez une majeure partie qui vient des campagnes d'influence, en fait, c'est ça? Ouais, je pense. J'ai pas les chiffres en tête. Je te les aurais donnés avec plaisir, mais... Non, mais t'inquiète, le but, c'est pas d'aller dans le détail, mais pour illustrer, donc là, vous êtes 14 et vous faites combien de chiffre d'affaires, du coup, sur 2024, par exemple? En 2023, on a fait 2 millions. Et en 2024, j'attends les chiffres là. Je pense qu'on va être un peu en dessous. Par contre, on a une meilleure rentabilité. Ouais. Okay. Marge brute et renta. Et ça, pour tous ceux qui parlent de chiffre d'affaires, je leur dirais plutôt de regarder les EBITDA. Bien sûr, ouais. Qui est le plus important, en fait, pour une agence, tout simplement. Et donc, non, franchement, on a fait une très bonne année.
Donc c'est énorme. Juste, on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus, mais vous avez lancé la boîte début 2021, 2023, vous faites 2 millions, donc la 3e année en fait. Donc c'est. Première année, on fait 550 000 de chiffre d'affaires. Deuxième année, on fait 1 500 000. Et troisième année, on fait 2 millions. Ah, c'est huge de fou. Enfin, c'est la preuve que vous êtes vraiment arrivé au bon endroit au bon moment et que vous avez bien exécuté parce que vous avez pris le marché, vous étiez les premiers comme tu disais au début. Donc là, tu disais que vous n'étiez plus une agence TikTok. Mais comme j'ai dit aussi en intro, c'est ce qui est écrit en gros sur votre site quand on arrive dessus. Donc peut-être qu'il faudra le changer du coup. Exactement. Et on est en plein, du coup, je te donne l'exclu. On est en plein rebranding. Et c'est vraiment le sujet du moment. Donc, ouais. Je sais pas quand cette. Le site sera en description de toute façon. Hein, voilà pour les créateurs, les marques ou n'importe qui serait intéressé. Et ce sera probablement sorti d'ici là la nouvelle version parce que ça sort pas tout de suite. J'espère. Mais ouais, ok. Donc très intéressant. Et donc pardon, on en était sur les campagnes. Oui, donc vous êtes rentré sur le marché. Donc vous avez commencé par les services aux marques, donc production de TikTok. On va venir après sur les détails un peu l'UGC versus l'ADS versus l'influence, qui sont 3 choses différentes. Mais donc vous avez commencé par du service de production finalement aux marques. Ensuite vous avez fait de l'influence. Donc de la campagne d'influence, c'est les placements de produits quoi pour le compte des créateurs. Et donc vous êtes rentré par TikTok quand même sur ce marché-là. Et ensuite vous vous êtes étendu aux autres plateformes. Et donc c'est quoi un peu le modèle, comment se rémunère Slick et du coup là sur cette partie vous apportez aussi un service en fait aux créateurs parce que vous faites de l'apport d'affaires, vous faites peut-être de la négo pour eux, etc. Explique-moi un peu comment ça marche et quel est l'intérêt pour un créateur aujourd'hui de passer chez vous. Donc il y a 2 questions dans la question, mais ouais, je vais répondre à la première. Déjà oui, TikTok. C'était un peu la porte d'entrée. Et en fait, nous, de base, on était juste là pour faire du TikTok. Mais en fait, les marques, elles ont rapidement vu qu'on avait une très bonne compréhension des codes des réseaux sociaux, VS leur agence un peu plus traditionnelle. Et après, c'est normal, c'est pas leur game, ça les intéresse pas. Mais du coup, ils s'en sont rendus compte. Ils ont aussi vu qu'on avait une très bonne culture influence, qu'on comprenait aussi les créateurs, comment faire les bonnes intégrations, parce que c'est pas le tout juste de payer un créateur. Il faut aussi bien le driver, il faut aussi bien le comprendre, faut aussi prendre en compte les remarques, les retours des créateurs et pouvoir les expliquer à la marque. Donc nous, tout ça, on le savait. Moi-même, tu vois, sur mon TikTok, à l'époque, même si j'en ai pas fait longtemps, j'ai fait une dizaine de collabs. Donc je voyais aussi comment ça se passait. Mes potes, c'est des créateurs. Je vois exactement quelles sont leurs attentes, etc. Donc ouais, on est rentré par TikTok et en fait, au fur et à mesure, les marques, elles nous ont confié leur budget, elles nous ont donné leur confiance et c'est comme ça que qu'on est rentré en fait dans ce qu'on s'est élargi. Donc ça, c'était pour répondre à ta première question. Ta deuxième question, c'était comment se rémunère Slick aujourd'hui ? C'est ça. Ouais. Alors au début, on était vraiment en mode un peu comme les agences UGC où on faisait payer au contenu. Parce que c'était le plus simple, tu vois, tu prenais 10 vidéos TikTok, tu payais tant et basta. Donc UGC, tu veux expliquer rapidement pour ceux qui n'auraient pas le terme, donc c'est User Generated Content, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc en fait c'est un peu une variante d'ADS, donc de publicité en fait finalement. Ouais, en fait l'UGC c'est des nano-créateurs, micro-créateurs généralement, donc 90% des cas, qui savent faire des vidéos et qui sont un peu autonomes pour faire leurs vidéos, c'est-à-dire que si on doit promouvoir une crème, on va leur envoyer la crème, on va leur envoyer un brief et ils vont nous faire la vidéo de chez eux avec leur iPhone, leur micro, leur light, etc. Et en gros, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de payer une équipe de prod. Donc, ça coûte moins cher par définition. Bon, même si aujourd'hui, les prix des UGC augmentent un peu. Bien sûr. Mais en fait, j'explique aussi l'intérêt pour une marque ou même sur le marché, parce que c'est quelque chose qui est arrivé du coup avec TikTok et tous les formats verticaux. En gros, souvent, c'est soit tu es créateur ou créatrice connu avec des abonnés, des vues, et du coup, cette fameuse marque de crème va faire un placement de produit sur tes vidéos, et donc là, c'est une collab dans le cadre d'une campagne d'influence, par exemple. Ouais. Si t'as pas de vues et pas d'abonnés, t'es un micro ou nano-influenceur, comme tu disais, et donc tu peux faire la vidéo quand même, mais juste au lieu d'être payé pour promouvoir le produit, on t'achète carrément le fait de faire la vidéo, quoi. Et ensuite, souvent, tu cèdes souvent la créa, donc l'IP, la licence, quoi, en gros, pour que la marque puisse réutiliser la vidéo que t'as faite et qu'elle puisse en faire la promotion en publicité classique. Ouais, c'est ça la différence, quoi. En fait, la différence entre un UGC et un influenceur, je dirais que c'est que quand tu payes un influenceur, tu payes la créa et sa notoriété et sa visibilité. Tandis que l'UGC, tu payes uniquement la créa
que tu vas pousser derrière en ads sur tes différentes plateformes. Il y a un entre-deux qui existe ou pas sur des créateurs, créatrices, je sais pas, tu vois, qui sont intermédiaires, on va dire, en termes de fame, on va dire, ou de reach et tout ça? Complètement. Même aujourd'hui, tu vois, en septembre, on a fait une campagne là pour Fruits, où on a fait appel à des gros créateurs pour faire de l'UGC. Ouais. Donc juste pour qu'ils produisent les vidéos et qu'ils les postent en ads, mais que les créateurs ne le postent pas sur leur compte. Donc t'as totalement cet entre-deux UGC, enfin voilà, mi-campagne d'influence collab, mi-UGC, quoi. Ouais, Okay. exactement. Trop bien, trop intéressant. Et donc du coup, voilà, la question c'était comment est-ce que vous vous rémunérez, donc vous avez commencé par l'UGC, c'est ça que tu me disais. Ouais, donc voilà, on faisait payer le prix à la vidéo, et pour tous ceux qui se lancent, je pense que c'est vraiment le plus simple. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus des agences UGC, c'est comme ça qu'elles se price, pack de vidéos pour 10 vidéos pour je sais pas combien d'euros. Ça, c'est le plus simple. Pour se lancer, c'est vraiment le plus simple. Ensuite, alors nous, juste pour resituer, on a beaucoup de clients. On a du luxe, on a du sport. Donc, client marque, du coup. Ouais, client marque, ouais. Par exemple, on a un fitness park dans le sport. On a les cinémas pâtés, donc dans le cinéma. On a accompagné le Ritz, quand même dans du grand luxe. Vous aviez des restos aussi, j'ai vu. Au début, ouais, on a The Fork, par exemple, qui est beaucoup plus resto. Bon, on a un spectre de clients qui est très, très large. Sauf que, en fait, le besoin pour une appli, pour faire la promo d'une appli, et le besoin pour produire une vidéo dans le luxe, c'est le jour et la nuit. Et en fait, si tu appliques tes pricing pour faire la promo d'une app au luxe, en fait, tu n'auras jamais les ressources nécessaires. Je veux dire, si tu vends ta vidéo 250 € pour du luxe, t'as même pas de quoi te payer la caméra, en fait. Donc, les standards de qualité attendus par la marque ne seront pas atteints et ça marche pas. Ouais. Exactement. Et donc, ça nous a beaucoup challengé sur le modèle, où en fait, on a dû s'adapter et en fait, rajouter... en fait, c'est vraiment du sur-mesure en fonction de ce que veut la marque. Et aujourd'hui, on se définit beaucoup plus comme une agence créative, c'est-à-dire que notre valeur ajoutée aujourd'hui, elle est vraiment dans penser les bons concepts, penser la bonne strat, avoir les idées. Là-dessus, c'est là vraiment où on est très très bon et où on a de la valeur pour la marque. Derrière, on produit également le contenu. Donc il y a aussi cette partie-là. Donc si tu veux, pour te la faire très simple, tu as une partie accompagnement stratégique où on va tout penser vraiment de A à Z. Donc la stratégie globale, les concepts et derrière carrément rédiger les scripts des vidéos. Comme ça, tout est maîtrisé, il y a une cohérence, il y a une harmonie dans le compte et on sait où on va. Et ça donne pas du coup des comptes totalement désaccordés ou enfin qui ressemblent à rien. Ou... C'est la strat globale qui doit être cohérente à la fin, etc. Ouais. Voilà, exactement. Et derrière, en fait, on a cette expertise historique de production. Donc, en fait, une fois qu'on a fait la strat, on la produit aussi. Donc, on crée les vidéos tout simplement. Donc, ça veut dire tournage, montage aussi ? Exactement. Ouais. Publication ou enfin du coup non, vous envoyez les créas. Et ensuite, on envoie les créas et ils ont leurs équipes marketing, leur CM et ils gèrent solo. Ok, très clair. Et donc du coup, donc tu me parles beaucoup. Je vois que t'as un affect particulier effectivement parce que je comprends que c'est le cœur du business et que c'est par là que vous avez commencé aussi. Ouais. Mais j'aimerais t'emmener vraiment sur ce terrain de collab avec les créateurs et campagnes d'influence parce que c'est méga intéressant aussi et ça peut inspirer ou aider même beaucoup de gens ou tu sais des petits créateurs créatrices en devenir, on va dire, qui se posent la question de comment ça marche. C'est quoi un peu les ratios, enfin justement les commissions d'une agence comme la vôtre en fonction du service aussi parce que vous allez plus ou moins assister les créateurs, vous rendez un service comme on le disait aussi aux créateurs. Ouais. Donc, comment ça marche, comment vous vous rémunérez et c'est quoi les offres un peu slick pour nous, un créateur ou une créatrice? C'est assez simple, c'est encore plus simple même. On a nos honoraires d'agence qui sont en fait souvent de la créa. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une agence d'influence. Donc nous, on n'a pas des créateurs en exclu. C'est-à-dire qu'une agence d'influence, tu vas aller chez Follow par exemple, tu vas, je suis Follow, il y a une marque qui me contacte pour placer tel influx, je prends une com sur le deal.
Bon, ça, c'est le système classique des agences d'influence. De l'ordre de combien? C'est quoi les prix de marché un peu Moi, pour j'ai que tu des potes, époques les gens, j'ai des potes, ils font à 15% parce qu'ils sont solo, ils n'ont pas de grosses charges à couvrir. Ça monte beaucoup plus après. Ouais. Voilà. Mais du coup, tu as les inconvénients d'être solo. Mais ensuite, si tu es structuré et que tu dois financer ta boîte, etc., tu es plutôt autour de 25-30% parce qu'il faut soutenir des charges fixes, il faut payer des bureaux, il faut payer la compta, il faut payer le juridique, il faut payer tout ce qui te permet d'avoir un business qui est stable et d'avoir un service où il y a plus de qualité. Bien Bon, sûr. C'est en règle générale. Hein. Il y a des Oui, mais c'est pour donner, enfin, c'est pour, tu vois, les gens qui ne sauraient pas du tout de l'ordre de combien c'est et pour éviter aussi les arnaques. Enfin, voilà, si quelqu'un arrive et vous prend 60% de com, ça marche pas, quoi. Voilà. Après, ça se trouve, le mec, c'est un génie. Il va vous ramener 1 million, peut-être, hein, on sait pas. Mais en règle générale, mais les prix de marché, c'est 15 à 25, on va dire 15 à 30 grandes fourchettes larges, quoi, en fonction du niveau de service. Et plus le cut est gros, plus il y a du service. Ouais, généralement, c'est ça. Plus. En fait, moi, si aujourd'hui j'étais créateur, franchement, si le manager ou si l'agence qui m'accompagne, ils ont vraiment une grosse qualité de service et d'accompagnement, franchement, je suis prêt à lâcher jusqu'à 30% facile. Et en fait, les créateurs, souvent, ils se disent « Ah, mais 30%, c'est énorme. » Mais moi, je connais des managers, ils donneraient leur vie pour leurs créateurs. Et je connais des créateurs qui doivent énormément à leur manager. Bien sûr. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience parce que moi, je suis pas dedans. Tu vois, je suis ni créateur ni manager. Donc, je donne mon avis objectif. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a eu énormément de dérives sur le marché avec des Shona, avec d'autres qui ont abusé de ça. Maintenant, aujourd'hui, un 30% vraiment pour un bon accompagnement, moi, ça me choque pas. Ouais. Mais donc, du coup, avec un bon accompagnement, parce que, pour parler aussi un peu plus franchement, en fait, ça dépend, la commission que va prendre l'agence ou le manager va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait que c'est lui qui t'apporte un deal, versus, si c'est le créateur qui va apporter un deal à son agence, c'est souvent déjà pas la même chose. Il y a déjà, souvent d'ailleurs des pourcentages qui sont différents en fonction de ce facteur-là uniquement, la plupart du temps. Ça va être sur, qui négocie le contrat, qui s'occupe d'encaisser les fonds, ou de garantir, on va dire, un versement à une date donnée, etc. En fait, il y a plein de choses comme ça qui sont une charge mentale de ouf pour les créateurs et qui peuvent être tankées, on va dire, encaissées par l'agence ou par le manager. Donc souvent plus par une agence pour ces sujets un peu financiers, etc. Faut tout prendre en compte. Faut prendre en compte le réseau. Demain, si t'es un créateur, tu signes chez Bump, bah ça te débloque un réseau qui est beaucoup plus rapide que si t'as juste un manager en indé. Est-ce que ton agence elle va te fournir ta prod? Ça, c'est possible, il y en a qui le font. Est-ce que ton agence va te fournir un studio? Ça existe aussi. Est-ce que ton agence va te ramener des collabs? Est-ce que ton agence est juste là pour le commercial? Ou est-ce que ça va être aussi un soutien psychologique en mode t'as une hotline tout le temps? Tout ça, c'est plein de facteurs qui, mis bout à bout, justifient la commission. Maintenant, c'est sûr que si le manager il te répond tous les 3 jours et il connaît à peine ton prénom, faut pas lui lâcher une 30% c'est un peu beaucoup. Mais par contre, 30% quand t'as un studio de ouf qui est mis à ta dispo, que t'as du matos, des équipes qui peuvent t'assister, souvent à des prix plus avantageux, etc. Enfin voilà, c'est des modèles de boîtes comme Webedia, Tacite et Follow. Enfin, il y en a plein en fait aujourd'hui, donc avec toute leur propre gamme de services. Mais voilà, ça tourne entre ces tranches-là un peu de prix, entre 15 à 30%, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc chez Slick, alors, vous avez différentes offres. Donc en fait, c'est super simple. Souvent, ils nous appellent pas pour placer un influx. Quand ils nous appellent pour dire on veut placer lui, on leur dit regardez lui, elle. Non, on leur dit allez contacter l'agence. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, placer le truc, allez-y direct. Ça sert à rien. On parle des marques là. Ouais, les marques. Ouais. Quand elles viennent nous voir, je sais pas, moi. Toi, tu te places pas comme agence du coup, du tout. Tu dis aux marques, allez voir les agences. Je suis pas l'intermédiaire. Je sais pas. Enfin, en fait, c'est pas une position facile aussi, du coup. Mais en fait, si tu veux, déjà, nous, on bosse avec des clients sur du long terme. Donc c'est très rare qu'ils viennent nous voir juste pour placer un créateur, alors qu'ils auraient juste à envoyer un mail sur la boîte mail et ce serait plus rapide. Nous, ils viennent nous voir pour penser les campagnes. Okay. C'est-à-dire qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Nous, ils ont un budget, ils ont une sortie de produit, ils ont quelque chose et ils savent pas comment aborder la chose de manière efficace. Donc, ils viennent nous voir, ils nous disent « Ok, Slick, là, je vais avoir mon temps fort en janvier, par exemple. Je vais avoir la nouvelle année. J'ai envie de frapper fort.
j'ai tant de budget, comment je fais? Et donc là, nous, on intervient donc avec toute notre équipe créa, nos planeurs strat, vraiment, on se casse la tête, on se creuse. On a fait des appels d'offres, des fois, on était 10 de l'agence à bosser dessus. Et, c'est beaucoup, 10 sur 14. Mais ouais. et tout le monde a mis la main à la pâte. On avait produit des maquettes, etc. Bon, on se donne vraiment. Et les clients, c'est ce qu'ils viennent chercher. Et nous, notre mission, c'est que moi, je pense que tout le monde doit être à sa place. Et si possible, s'entourer de personnes qui sont excellentes à leur place. Pour une marque, c'est pareil. Demain, t'es une marque, t'es pas bon en SEO, bah, prends un expert en SEO, une agence experte en SEO. Si t'es pas bon en influence, va pas cramer 300 000 euros parce que tu connais rien. Entoure-toi d'une agence qui comprend exactement, qui va te dire, ok, bah, c'est un flux, faut pas le prendre parce qu'il vient de se taper un bad buzz. Lui, il a beaucoup d'abonnés, mais regarde un petit peu ses vidéos, elles font pas de vues, pas d'engagement. Et d'avoir vraiment un expert là-dessus. Donc nous, c'est ce qu'elles viennent chercher chez nous. Donc nous, donc on a des honoraires d'agence classiques parce que en fait, c'est par rapport au temps passé. Et là, tu parles de quoi, des campagnes d'influence? Campagne d'influence, ouais, je suis toujours sur les campagnes d'influence là. Ouais. Donc elles viennent. Et quand tu dis honoraire, c'est le pourcentage du coup dont on parle depuis tout à l'heure. Non, c'est pas ça parce que en fait, regarde, si la c'est un fixe que tu factures à la marque en fait. Voilà, exactement. C'est des honoraires d'agence qui se basent sur le temps passé. Okay. C'est-à-dire que si la campagne, elle nous prend un jour à être pensée, bon bah ça va te coûter un jour. Okay. Par contre, si tu me demandes une campagne en fait sur un an avec 6 temps forts et à chaque fois des concepts différents, bah là, moi les équipes créa, les planeurs et tout, ils vont passer énormément de temps et donc bah forcément ça va coûter plus cher. D'accord. Donc il y a cette partie-là honoraire et ensuite il y a une partie budget influence pour rémunérer les influenceurs. Ok, et donc comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que tu deals au cas par cas avec les créateurs? Donc tu m'as dit que vous travaillez pas avec eux en exclu. Donc ça aussi, ça joue sur les fameux pourcentages de commission, comme on a dit, parce qu'un créateur, s'il travaille avec plusieurs agences ou s'il est loqué, on va dire bloqué avec une seule agence, bon, ça tout ce qui peut être bien dans certains cas, ça peut changer aussi ce fameux pourcentage de commission. Mon but, c'est de dédramatiser un peu justement cette fameuse commission. On a commencé à le faire, mais donc du coup, vous, comment vous marchez? Nous, la com, ça nous regarde pas, c'est entre le créateur et son manager ou le créateur et son agence. Et nous, ensuite, bah, pour le coup... Oui, mais c'est vous qui gérez le budget influence. Enfin, c'est une marque... Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret, la marque XY a un budget de 500 000 euros pour, je sais pas, le lancement d'une nouvelle offre. Ouais. Il y a 200 000 qui vont partir dans la partie créa, on va dire. Il y a une enveloppe de 200 000, dont une partie va aller chez vous en honoraire pour gérer, créer la campagne. Ouais. Et le reste en budget ads, mettons que eux vont gérer de leur côté. Et 300 000 de budget influence. Vous récupérez ces 300 000 et ensuite vous le redispatchez auprès des créateurs. Mais donc du coup, vous prenez une commission sur ces 300 000? Non, c'est un budget vraiment qui est influence et qui est dédié. Nous, on se rémunère pas là-dessus. Mais pour te faire un parallèle, c'est un peu comme... Et pourquoi? Parce que c'est un gros manque à gagner, du coup, parce que c'est un travail énorme d'être entre la marque et entre le créateur. Vous rendez un service au créateur en lui apportant de l'argent, littéralement. Oui, ok. Pardon, je suis pas allé jusqu'au bout. Il y a aussi donc les honoraires pour la partie créa, mais il y a aussi des honoraires pour la partie gestion de projet. C'est ça que j'ai pas mentionné. Ça me paraît, désolé, ça me paraissait évident. Il y a des honoraires aussi pour toute la partie gestion de projet. Et donc ça, c'est les consultants qui vont être payés pareil pour le temps passé. Et donc ça, c'est payé par la marque. Voilà, mais ça fait partie des honoraires d'agence. La grosse partie honoraires d'agence. Et ensuite, bah, le budget, c'est comme un budget prod en fait. Du budget influence là? Ouais. Ok. Désolé, c'est pour être clair. Non, c'est moi, je suis peut-être pas précis, mais... Parce que pour les gens qui ne connaissent pas ce monde-là, c'est compliqué quand même. Complètement. Non, mais nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, honoraire d'agence qui regroupe la créa et toute la partie gestion de projet, donc de nos consultants. Et ça, en fait, c'est le temps qu'on passe. Comme un cabinet de conseil. C'est une agence, de service. Voilà, agence de service. Normal. Et ensuite, t'as différentes lignes souvent dans les campagnes. Là, si on prend l'exemple où il y a juste la ligne budget influence, le budget influence, il est alloué pour aller rémunérer tous les créateurs de la campagne. Okay. D'accord, qui font partie de la strat pour laquelle vous avez été rémunéré. Exactement. C'est ça que t'expliques. Exactement. Voilà. Mais nous, il y a aucun devis chez nous juste pour activer un influx. Bien sûr, c'est pas notre rôle, c'est pas, enfin,
on sert à rien là-dessus. Oui, s'ils viennent que pour ça, on va mettre un pricing au-dessus, mais la marque elle va se retrouver à payer super cher alors qu'elle aurait mieux fait d'aller direct voir l'agence. Donc ça veut dire que si je comprends bien, vous avez aucun du coup chiffre d'affaires sur les campagnes d'influence autre que les honoraires de gestion de projet en fait que vous facturez à la marque. En gros c'est ça. Ok. En gros c'est ça. Bah, tu vois, je pensais pas du tout, parce que du coup, ça me semble être un énorme manque à gagner. En plus, vous pourriez, du coup, c'est méga. Enfin, alors, le seul avantage que je vois, c'est que c'est un avantage concurrentiel de ouf par rapport aux agences qui vont faire un apport d'affaires, par exemple. Donc, vous avez, mettons, la marque XY, 200 000 de budget prod et honoraires de gestion de projet et créa, et il y a 300 000 qui partent aux influx. Ouais. Vous prenez 0 commission dessus, et donc vous avez un énorme avantage concurrentiel par rapport aux agences qui auraient le même budget et qui prendraient une commission dessus. C'est que vous apportez plus d'argent pour une même campagne, entre guillemets, qu'une autre agence. Nous, on se positionne vraiment comme si on était chez la marque. C'est-à-dire que la marque, elle va payer plus cher toute la créa, toutes les zonos d'agence. La partie ono, en fait, coûte un peu plus cher que la moyenne. Non, pas que la moyenne, parce qu'en plus, on coûte vraiment pas cher. Mais je pourrais même pas te donner les pourcentages exacts, mais en gros, nous, on trouve notre compte dans les honoraires. Ensuite, le reste, on se positionne vraiment comme partenaire de la marque. Nous, notre but, c'est pas de tuer une marque. Nous, notre but, en fait, si le client, il est content et on lui fait une campagne de ouf, mais derrière, c'est un client qui est satisfait, et c'est un client qui reste, et c'est un client sur lequel on va bosser sur du long terme. Bien sûr, je comprends bien. Là, vous positionnez comme mandataire un peu de la marque. Ouais. Enfin, elle vous mandate, on va dire, pour traiter avec les créateurs à la place. C'est la partie gestion de projet, encore une fois. Mais tu vois, typiquement, un Fitness Park, ça fait 3 ans qu'on bosse avec. Fitness Park, c'est nos chouchous. C'est nos chouchous. Genre, on a été approché par les salles de sport concurrentes et on a dit non parce que nous on se positionne vraiment comme si on était la marque, comme si on était chez eux pour la plupart. Et bon, après, si c'est le même marché mais que c'est pas concurrentiel directement, on peut bosser, mais nous vraiment notre volonté c'est que les marques elles cartonnent, et donc pour ça en fait, et quand t'es une agence, et ça c'est un conseil vraiment que je donne à tous les gens qui ont des agences, c'est intégrer vraiment l'ADN de la marque avec qui vous bossez, et vraiment votre mission c'est de faire partie de la team en fait. Si vous faites partie vraiment de la team, que vous pensez comme la marque, que vous avez les codes de la marque, que vous avez la vision de la marque, que vous avez tout comme la marque, vous allez être trop fort, parce qu'en fait vous n'allez pas avoir besoin de leur demander à chaque fois est-ce que comme ça vous va, est-ce que cette couleur ça vous va. Non, vous savez déjà, parce que vous faites partie de la marque dans votre tête. Et donc nous, c'est vraiment comme ça qu'on se positionne. Et nous, notre game ultime, c'est d'avoir des marques sur du long terme, et de pouvoir construire des vraies histoires, et de pouvoir faire cartonner des marques sur du long terme. Fitness Park, c'est le premier compte de sport, de salle de sport aujourd'hui sur TikTok. Je crois qu'on a passé la barre des 500 000 abonnés là il y a pas longtemps. Immense fierté. Trop bien. J'avoue, félicitations pour un club de sport, ça peut sembler pas beaucoup, mais pour un club de sport, ça l'est, quoi. Ouais. Bah ouais, mais c'est trop cool. Et on bosse avec des créateurs trop bien, on fait des vidéos stylées. Franchement, ils ont une trop bonne présence. Là, on a réussi à bosser avec Inox sur Kaizen, sur l'Everest. En fait, nous, ça nous fait trop plaisir de faire cartonner les marques. Le Ritz, pareil. On a lancé leur compte TikTok, on les a montés, j'ai plus les chiffres exacts, mais au moins à 60 000 abonnés en full organique. Mais immense fierté de mettre le Ritz sur TikTok, là où il y a encore beaucoup d'hôtels ou de palaces qui ont peur, quoi, en fait, qui sont frileux et qui ont peur d'y aller. Et là, en fait, le Ritz, mais pour te dire, depuis le Ritz, tous les autres, les hôtels 5 étoiles, les palaces, ils ont suivi. Ok, donc, trop bien. Bah, félicitations, ouais, mais ok, tu vois, c'est marrant parce que moi j'avais fait en plus une collab, via une chaîne YouTube dont je m'occupe. Il y a eu une vidéo qui était sponsor, et c'était, je peux dire la marque, c'était pour Legal Place, et c'était géré par Slick. Mais tu vois, je pensais que vous preniez une commission parce qu'en fait vous aviez quand même ce rôle d'intermédiaire qui est dur à gérer et qui demande du temps, et tu vois, C'était pour quel créateur? C'était pour Yomi. Ah, c'est toi qui as fait le truc? Ouais. Ah mais oui. Bah oui, du coup c'est... Putain, mais oui, on était dans les... Alors Yomi, c'était un peu particulier. Ok.
Bah, je sais pas, mais en tout cas, Yomi, je voyais qu'il y ouais. avait les validations avec la marque, c'est-à-dire que vous représentiez la marque, comme Ouais. souvent dans le cadre d'une agence, mais vu que la marque devait revalider derrière, etc., moi je pensais vraiment que vous aviez cette position d'intermédiaire qui prend une commission du coup, mais ce qui Ouais. est, voilà, encore une Là, fois, pour le normal coup, et honorable. Ouais, mais ça arrive, mais tu fais très bien de le mentionner. Legal Place, pour le coup, on les accompagnait sur d'autres choses. Et un jour, ils nous ont dit OK, les gars, on aimerait bien Yomi, mais on n'y arrive pas. Et donc, dans ce cas-là, précisément, s'ils y arrivent pas, s'ils ont tenté et tout, là, on y va et on fait le job. Et du coup, oui, c'est beaucoup plus simple et c'est un système de commission, voilà. Ah, mais donc classique. vous le faites quand même, ça existe chez Slick, quoi. Ouais, ça existe. Ouais. Mais en fait, c'est 10% des deals influence. Ok, C'est pour ça que ça marche. j'ai. Voilà. Ok, j'ai compris. Mais ouais, ça arrive. Et Yomi, pareil, sauf si je dis une bêtise, je crois que c'était sa première collab YouTube. Donc pareil, en fait, c'est trop cool. Genre Legal Place, client pareil de cœur. Trop fort, les mecs sont adorables là-bas. Ça nous fait kiffer de bosser avec et de se dire, ok, on a placé Legal Place, qui est donc la boîte qui ouvre le plus d'entreprises. Je crois ils en ouvrent entre 5 et 10% chaque année des entreprises françaises, c'est énorme. Ouais. Placer un client comme ça sur le créateur de contenu entrepreneuriat numéro 1 en France, immense fierté. Ouais, bien tu sûr. vois, c'est Ouais. trop cool. Donc ouais, pour répondre à ta question, Ok. ça arrive, mais c'est Ok. très très rare. Bah, je comprends, du coup, tout fait sens maintenant. Parce que de ce que je comprenais, il me semblait que, enfin, là, tu me disais que voilà, vous aviez fait l'année précédente 2 millions de chiffre d'affaires. Dans ma tête, c'était 2 millions à 100% d'honoraires de marque pour de la gestion de projet Non. ou de strat créa, tu vois. Putain, 2 millions de full honoraire. Bah, c'est pour ça, je me disais, kifferais, hein. il y en a forcément qui viennent d'ailleurs. Donc, du coup, il y en a une bonne partie, j'imagine, qui viennent de là. Mm. T'as une petite partie commission, campagne d'influence, donc qui représente 10% des budgets un peu que vous dépensez à l'année, on va dire, en influx. Tu peux me partager d'ailleurs des chiffres, là c'est le moment flex, combien vous avez reversé aux créateurs, je sais pas, sur Mec. une année Mais tu sais que ça, c'est un calcul que je devrais faire. Franchement, je pense qu'on a reversé. Ça, tu peux dire que t'es le mec qui rince les créateurs, quoi, donc c'est stylé. Non, commence mais pas ton vrai, argent. il y en a, ils mangent bien grâce à nous. Même des agences, il y a des agences, elles mangent très bien grâce à nous. Hein. C'est quoi le plus gros montant, sans citer de nom, on dirait, mais c'est quoi le plus gros montant, le plus gros chèque d'influence que t'aies fait? Je pense, il est pas encore arrivé, il va arriver sur 2025 là. Mais je dirais entre 150 000 et un peu plus de 200 000. Pour une sponsor. Ouais, C'est bien. donc ça mange bien. C'est bien. C'est YouTube, du coup, plus, j'imagine. Ouais, non, souvent les gros tickets comme ça, c'est des gros dispos. Il y a plusieurs livrables. Oui, c'est Mais plusieurs ouais, vidéos, YouTube, plusieurs... Non, enfin, voilà. j'ai déjà envoyé des 80 000, des 50 000, des 60 000. Ouais, ça mange bien. C'est cool. Bah non, mais c'est trop bien parce que du coup, t'es bien vu aussi des créateurs de ce point de vue-là, pas dans le sens, enfin voilà, je veux dire, tu fais partie des gens qui font vivre les créateurs, quoi. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Après, souvent, si on les prend, c'est qu'ils méritent. Bien sûr. Oui, Tu oui. vois, c'est que nous, on prend jamais. Mais du coup, en moyenne, t'as pas de, tu sais pas me dire le mois dernier combien. Enfin, voilà, Non. j'essaie d'être vague pour pas donner de chiffre trop précis, mais tu sais, sur une Mais année j'ai- en mais moyenne c'est ou un trop trimestre, tu vois. intéressant, faudrait que je le fasse. T'as aucun chiffre à me donner. Bah là-dessus, non, j'ai jamais fait le calcul. En vrai, je pourrais te le retrouver parce qu'on suit les types de dépenses. Mais ça fait partie des calculs que je vais faire. Aussi, ce que je vais faire comme calcul, c'est le montant de salaire que j'ai sorti depuis le début de Slick. Parce que bon, il y a les influx, mais il y a aussi mes équipes, tu vois, qui vivent grâce à Slick. Vas-y. Mais je l'ai pas. Ah. Il faut que je le fasse. Ok. Mais genre, tous ces calculs-là, c'est des petits calculs qui sont trop drôles. Mais c'est la première fois qu'on me demande, donc... Ok. Et donc ça, je sais pas si t'es ouvert à en parler ou pas, mais du coup, une agence comme celle-là, Ouais. tu peux espérer marger à combien? Donc ça dépend du marché, ça dépend de ton équipe, de ton style de travail, etc. Mais à partir de quel seuil t'es bon et sous quel seuil t'es mauvais, on va dire, tu vois. Parce que tu sais, il y a des business qui margent 5% et c'est très bien, et d'autres Ouais. où si tu marges pas 80%, t'es naze, tu vois. Donc là, sur une agence comme ça, c'est comment? En fait, nous, c'est biaisé parce que tu as une partie prod où Ouais. on va marger beaucoup parce qu'on a les équipes de prod en interne. Donc, on n'a pas à payer. Voilà. Cette marge qui va être donc marge brute sur la mission qui va être très bonne, mais ensuite derrière avec tous les salaires qu'on paye, Ouais. va réduire. Et donc là, faut plutôt se baser sur l'EBITDA. Donc l'EBITDA, c'est tout ce que tu as payé. Donc tes coûts de production, tes salaires, tes bureaux, tout avant impôt. Ouais, c'est Donc, tout c'est- avant les taxes, impôts, amortissements et tous les trucs comptables, Voilà, en gros, chiants. c'est ça. Et quand tu es une agence, c'est vraiment le seul truc que tu dois regarder.
Ouais. c'est l'EBITDA. Donc c'est quoi l'EBITDA? Ouais, c'est vrai que c'est un meilleur indicateur que la marge brute. C'est quoi l'EBITDA en agence Donc d'influence? En agence d'influence, je sais pas, parce que je suis pas une agence d'influence, mais par contre, dans une agence en général... Du coup, tu te définis comme une agence créa? Créa, ouais. Ok, donc l'EBITDA, pardon, d'une agence créa. C'est une bonne question, j'ai même pas la métrique. Tout ce que je sais, c'est que une bonne agence, à partir de 15% d'EBITDA, c'est bien. Ok. 25, c'est très bien. 35% d'EBITDA, c'est très très solide, mais ça commence un peu à tirer un peu dans tous les sens parce que pour avoir un bon EBITDA, t'es obligé de... Tu vas prendre des bureaux plus petits. Bien sûr. Ouais. Tu vas peut-être charger plus tes équipes. Voilà. Faire la pince un peu partout. Voilà, ouais. Tu vas négocier hardcore. Toi-même, en tant que dirigeant, tu vas prendre beaucoup pour pas avoir à payer d'autres personnes. Mais voilà, en gros, les ratios, c'est entre 15 et 25, t'as une bonne agence d'EBITDA. Ok, 15, c'est pas beaucoup. Enfin, j'aurais dit plus... EBITDA, c'est vraiment ce qui te reste dans ta poche. Hein. Oui, Donc, en fait, sur 1 million de chiffres, t'as 150 000 euros à la fin. Voilà, après, t'es en France. Hein. Ouais. T'es en France. Bien sûr, donc, moi, typiquement, tu vois, mes salaires, les salaires des équipes, c'est énorme. C'est énorme en charge, en tout. C'est énorme. On avait pris des bureaux. C'est en CDI, les 14... Enfin, du coup, t'as une majorité de freelance ou de... Moitié de CDI, moitié alternant freelance. Ok. Ouais, à peu près ça. Plus, du coup, on est 3 associés. Donc, il y a Antoine, moi et Mélane qui nous a rejoint en 2024. Ouais, c'est avec Mélane que j'avais parlé, justement. Ouais. Exactement, qui avait géré Legal Place. Exactement, ouais, trop forte. Et donc, voilà, on est structuré comme ça. Trop bien, très cool. Merci. Écoute, pour ce petit point business, je vais te poser quelques questions, plus larges, on va dire, justement en dehors un peu des chiffres. Voilà, vous pourrez pas dire que j'ai pas tenté. Hein, j'ai senti, je t'ai torturé. Moi, je suis torturé sur les chiffres, mais je suis archi ouvert. Intéressant. Après, pour le coup, quand je les ai pas, mais sinon, je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, les chiffres, ils permettent, même pour les gens qui écoutent et pour qui ce milieu est un peu flou, ça permet de voir un petit peu mieux, au moins de cadrer, et de pas se dire, si je fais pas 80% d'EBITDA, je suis nul. En fait, quelqu'un qui fait 80% d'EBITDA, présentez-le moi. Vraiment, en agence, c'est qu'il est tout seul et que... Ouais, sinon c'est qu'il est tout seul et en auto-entreprise. C'est pas vraiment une agence, quoi, du coup. Voilà. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites, via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients, et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. J'ai une petite liste de questions, voilà, t'as fait un post LinkedIn avec tes prédictions pour la Creator Economy en 2025, donc je vais reprendre tes points et on va développer un peu. Mais avant ça, j'ai un dernier point que je voudrais aborder, c'est celui des TikTok Awards, et d'avant ça, des For You Nights. Parce que aujourd'hui, il y a un événement annuel, je crois, qui s'appelle donc les TikTok Awards, qui est organisé par TikTok. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quel but ils ont fait ça, à quoi ça sert, et ce qu'étaient les For You Nights? Je sais pas. Non, mais je pense qu'ils ont voulu faire un event pour eux. Ce qui est trop cool, parce que si j'étais eux, je l'aurais fait aussi. Ouais. C'était quand la première édition? Des TikTok Awards, j'ai aucune idée. Tu sais pas? Ok. Aucune idée. On y était, on était nommé, avec Fitness Park. C'était il y a peut-être 2 ans. Et là, ils ont fait la 2e édition. Ouais, c'est très récent. Nous, pour te dire, on avait fait les For You Awards un an avant. Oui, For You Awards, pas For You. Alors, For You Awards, c'est nous, la cérémonie de remise de prix qu'on a fait pour les créateurs, donc au Théâtre du Châtelet. Vas-y, explique ce qu'est les For You Awards, c'est ça où je voulais t'emmener, du coup, effectivement. Ok. Bon, on pourra en faire un épisode complet sur les événements, mais je pense qu'on va aller assez rapidement. Explique-moi, je suis chaud, on a un peu de temps encore. C'est intéressant, c'est un pan important, tu vois, du milieu aussi. Donc. C'est un point important, et aussi pour nous, parce que ça nous a rapproché de beaucoup de créateurs, de beaucoup d'agences. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui nous facilite vraiment d'être en bon terme, d'être en bonne relation, de connaître un peu tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on peut proposer des opports typiquement Yomi à nos clients.
C'est le côté show business un peu du milieu, en fait. En vrai, si on dit les termes, bon. Ouais, bon, oui. En mieux. Enfin, en plus détente et plus ouais, plus c'est authentique. beaucoup plus chill, ouais. C'est vraiment pas plus ouais, chill. showbiz, ça fait un peu pompeux et tout, mais en vrai, c'est juste le côté networking dans le sens où c'est plaisant de le faire, mais c'est important de le faire aussi, sinon t'es juste pas connecté, que ce soit aux marques ou aux créateurs, etc. Ça permet juste de se connaître et de travailler ensemble, quoi. Ça simplifie les relations. Exactement. Et je pense que en France, on sous-estime trop encore le réseau et à quel point c'est un accélérateur de business. Ouais. Vraiment, j'ai eu le déclic là sur 2024. À quel point je vois beaucoup de créateurs qui sont dans leur coin, pas connectés, qui sortent pas, qui parlent à personne, etc. Et je vois à quel point ils ont du mal à se développer. Et autant je vois les créateurs, les managers qui vont en event, qui sont gentils avec tout le monde. Bon, c'est bête à dire, mais c'est important. Ouais. Parce qu'il y en a qui le sont pas forcément. Dis des noms. Ah, ok. non, j'ai personne en tête. Ça aide, ouais. Et qui en fait juste jouent le jeu du réseau et en fait ils se développent super vite, mais vraiment super vite. Ouais. Bah, raconte-moi alors du coup le premier événement que vous faites, c'est quoi, comment, pourquoi Bah, le premier événement c'était en 2021 et à ce moment-là on sort du Covid. Et on se retrouve avec une dizaine de créateurs sur Paris, dans le 20e, donc pas loin d'ici, je pense. Ouais. Et on se dit, tiens, en fait, il n'y a aucun event de créateurs. TikToker ou créateur? À l'époque, bah, c'était beaucoup de TikTokers. Créateur tout court, en fait, on sort du Covid. Donc, mais en fait, à la soirée, t'avais aussi d'autres créateurs de YouTube, mais c'était principalement TikTokers. Donc on se dit ça. Et on fait ce constat-là et on se dit bon bah ok go, on va faire une soirée avec 30 créateurs. Et donc à l'époque on l'avait fait avec le guide ultime. Ouais, Victor Apchi, que j'ai rencontré hier pour la première fois, donc le monde est petit. Trop et qu'on embrasse Victor, très sympa. Et Nora aussi, qui est dans l'ombre du guide ultime, mais qui est pour énormément. Bref, on avait fait ça avec le guide ultime et on s'était dit on va faire une soirée, on va être 30 créateurs. Et on va se rejoindre dans un appart à Paris, ça va être cool. Donc on organise ça. Et au final, il y avait énormément d'attentes post-Covid pour se retrouver. Et on s'est retrouvé à 80 créateurs. Et donc on avait appelé ça les For You Night. Donc For You en lien avec TikTok parce que c'était principalement des TikTokers. Et à la fin de cette soirée, il y avait genre 100% des gens qui étaient trop contents d'avoir participé. Et on s'est dit, bah, let's go, dans 2 mois on refait la même. Sauf que on va faire plus grand vu qu'il y avait plus de demandes. Donc on refait une deuxième édition. Et là, cette fois-ci, on est 300. Donc là, il y avait des Pierre Cross, Ibra TV. Il y avait un peu plus de YouTube. Même si ça restait quand même beaucoup TikTok. C'est huge, 300. Hein. Ouais, franchement, c'était cool. On l'avait fait à eSpot. Rue de Rivoli. Il y a assez de place à eSpot? Ouais, parce qu'il y avait tout le sous-sol. Ouais, franchement, c'est immense. Hein. C'est immense. Donc, trop cool. Et on se dit, ok, bah, let's go. On fait une 3e édition. Et du coup, on fait la 3e au Pachamama pour Halloween. Donc, première édition, juin 2021. Deuxième édition, août 2021. Troisième édition, Halloween 2021, donc octobre 2021. Et là, on se retrouve à 800 créateurs à remplir le Pachamama. Et là, c'était trop bien. Genre, tout le monde déguisé. Je me rappelle, il y avait Louise qui avait fait un déguisement de dingue, doré. Je crois, je crois qu'il est encore sur Insta. On peut le retrouver, on le mettra en illustration. Ouais, je t'enverrai la photo. Incroyable. Il y avait des mecs comme Boris Baker. À l'époque, il y en avait beaucoup à cette époque-là qui n'étaient pas trop connus et qui ensuite ont explosé. Et on avait vraiment réuni tout le monde et c'était vraiment une bonne soirée. On avait fait venir des artistes, il y avait Joker, il y avait plusieurs artistes. C'était vraiment, vraiment cool. Ouais, mais attends, 800 créateurs, t'as toute la France. Bah, il y avait beaucoup de monde, ouais. Il y avait beaucoup de monde, c'était très, très cool. Ensuite, on a fait une 4e édition et là, du coup, on était 1000. Ok. On était 1000 à la Villette. Donc là, on avait private toute la Villette. Et non, c'était quasi 1 an plus tard. Ok. Juin 2022. Temps de récupérer de celle d'avant. Voilà, bah en fait, après, on avait aussi... En fait, sur ces soirées-là, le but, c'était de réunir tout le monde. Et on était souvent, genre, juste break-even, mais ça faisait pas d'argent.
Donc en fait, tout le temps qu'on passait, parce que c'est énorme à organiser, hein, des events, surtout dans des lieux nouveaux à chaque fois, il faut solliciter des nouvelles équipes, c'est des nouveaux besoins techniques, il faut tout refaire. On a monté des scènes, on a monté plein de trucs. Ça demande énormément de temps, mais ça fait pas vivre une agence. Donc on s'est laissé un peu de temps. On a fait la Villette, le Balloon Museum, avec 1000 personnes. Et après ça, on s'est dit, bon, ok, on a tapé la barre des 1000, la barre symbolique. Comment on peut aller plus loin? Et c'est là qu'on s'est dit, on va faire une cérémonie de remise de prix pour les créateurs de contenu. Et donc... là, on est en 2022. On est en 2022. Et avec du recul, ce qu'on a fait, c'est improbable. Improbable. Je sais pas comment on a fait. Je pense que c'était le momentum. Et ça, le momentum, c'est un des trucs les plus importants. On avait réussi à fédérer tout le monde pour donner vie à une cérémonie au Théâtre du Châtelet. Il y avait Taïk qui était venu chanter. On avait... j'ai plus les chiffres exacts, mais le Théâtre du Châtelet, c'est 2000 places. On avait réuni vraiment beaucoup de monde. Combien du coup la soirée d'avant, du coup en 2022 c'était 1000 créateurs quoi, ouais, 1000 personnes. 1000 personnes et au Théâtre du Châtelet je pense qu'on était 1500 environ. Mais après il y avait pas que des créateurs, il y en avait beaucoup, mais il y avait aussi des marques, il y avait aussi des partenaires, des gens du milieu, etc. Ouais, il y a plus assez de créateurs après de toute façon il faut. Ouais, si je pense qu'il y a franchement, en vrai il y en a énormément. Oui, bien sûr. Mais... Et donc on a fait cette cérémonie de remise de prix au Théâtre du Châtelet, et là c'était un peu la consécration. C'était vraiment un moment unique. Moi, avant ça, dis-toi, je connaissais même pas le Théâtre du Châtelet. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est là où il y avait le Ballon d'Or, que c'est là qu'il y avait les Césars, c'est là qu'il se passait plein de choses. Et donc... Ah oui, tu l'as su après coup. Ouais, moi je l'ai su après. En fait, j'ai réalisé. Et même, en fait, vu qu'on venait de faire la soirée 3 mois avant, je me rendais pas compte, en fait, de ce qu'on était en train de faire. Ouais, t'étais dans le flux. J'étais à fond. Let's go, on va tout droit, on y va. Et donc c'était quoi cette remise? Vas-y, explique. Donc en fait, c'est très très simple. C'était une cérémonie de remise de prix pour les créateurs de contenu, principalement format vertical. Et c'était, on récompensait selon les niches. Donc la niche food, la niche humour, la niche fiction, la niche sport, la niche danse, la niche musique, etc. Et donc il y avait une quinzaine de catégories et un For You d'or qui était pour le meilleur créateur de contenu. Et donc on avait offert à Lena et Squeezie ex aequo parce qu'ils sortaient d'une année de dingue. Et donc voilà, c'était trop cool. Fin 2022, et du coup il y avait Lena et Squeezie à cet événement-là, et enfin il y avait tout le monde. Alors Lena, elle était à Fashion Week de... Je sais pas où, je vais pas dire de bêtises, elle était pas là, et elle nous avait fait une vidéo adorable. Et Squeezie, il était au Mans pour le GP. Et pareil, vidéo trop cool. D'ailleurs, ça... Des fois... Squeezie, je sais qu'il a ressorti le trophée en live par rapport à sa copine, il en avait parlé. Ah, trop bien. Et vous lui avez envoyé après, comment ça se passe en fait? Ouais, on lui a envoyé le trophée, qui sont des vraies œuvres d'art en plus. Ok, trop stylé. Qui ont été faites par Falcon. Et Lena, on a revu le trophée dans un de ses vlogs, je sais pas si c'était cette année ou l'année. Ouais, cette année, je crois, elle a remontré le trophée et tout. Et c'est cool, tu vois. En fait, c'est nous, à l'époque, tu vois, on partait d'une soirée de 30 personnes dans un appart, enfin cette volonté-là, et on a fini sur scène au Théâtre du Châtelet à récompenser les plus gros créateurs. Devant 1500 personnes. Devant 1500 personnes. Ouais. Ah, bravo, ouais. Tu vois, j'avais pas, il me manquait des bouts de l'histoire, et c'est vraiment stylé. Je suis content d'avoir demandé parce que c'est riche en anecdotes. Et t'as pas des anecdotes sur l'une de ces soirées, que ce soit la dernière ou l'autre, des facts, un peu des trucs marrants dont tu te rappelles et qui se sont passés? Moi, ce qui m'a marqué, c'est que la veille de la cérémonie de remise de la cérémonie, il y a le metteur en scène, je passe une tête au répète, et il me dit Adri, attends 5 minutes, il me tend une feuille, il me dit tiens, c'est ton script pour demain. Je dis attends, moi je suis dans les coulisses, moi je monte pas sur scène en fait. Il me dit si, tu vas monter sur scène, viens on répète maintenant. Et je me suis retrouvé, je devais juste passer dire un bonjour au répète, je me suis retrouvé à répéter, même pas 24 heures avant la cérémonie, et le lendemain, je montais sur scène
alors que moi, j'avais vraiment pas envie. Genre, j'y suis vraiment allé parce que à ce moment-là, on avait tellement de trucs à faire que j'avais pas le temps de réfléchir à est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Ouais, parce que accessoirement, vous construisiez l'agence à côté, quoi, en fait. Ouais, la cérémonie, ouais. En fait, une cérémonie comme ça, on se rend pas compte l'orga. Là, il y a eu peut-être 150 personnes qui ont été mobilisées pour donner vie à ça. Ouais, c'est un show, c'est un show à part entière. Ouais. C'est énorme, c'est un travail qui est énorme et et heureusement qu'on avait une équipe de fous pour le faire, sinon ça aurait été impossible. Et ouais, du coup, je me suis retrouvé sur scène. Et je l'ai appris genre 24 heures avant de monter dessus. Ça m'a marqué. Et en fait, une fois que t'es sur scène, je suis pas passé longtemps, je suis passé à peine 1 ou 2 minutes. Bah, c'était pour annoncer les nommés du For You d'or, donc la grosse récompense. Le meilleur et moment, en fait, finalement. quand t'es sur scène, alors moi, je me rappellerai toujours, j'avais invité mes potes en perso du lycée, etc. Et quand j'étais monté sur scène, je les ai entendus crier, m'envoyer de la force. Trop bien. Et ça, franchement, c'est une consécration de ouf. Et donc ouais, ça c'était un beau moment de ces events. Et ensuite, bah, l'agence, elle s'est pas mal développée. Le guide ultime aussi. Donc on n'a pas pu continuer. Ouais, et puis c'est difficile de faire un après à ça. C'est tellement gros, quoi, que la suite, c'est quoi? C'est le Stade de France, tu vois? Non, je pense que... Ouais. Non, mais je pense qu'il y a toujours des trucs à faire. Après, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, ça demande des fonds, c'est des projets à part entière. En fait, ça devrait être une boîte à part entière, limite, tu vois. Donc voilà, et puis c'était une belle histoire et on a rencontré énormément de personnes ultra inspirantes, ultra intéressantes. Il y a beaucoup d'amitiés qui sont nées de ces événements. Il y a des couples qui sont nés de ces événements. Incroyable. Il y a des collabs qui sont nés de ces événements. Et je pense qu'on a mis notre pierre un peu sur ce marché-là français de la création de contenu, de la creator economy, grâce à ces événements. Et je pense qu'on en est tous fiers aujourd'hui. Trop bien, ouais, bah, bravo à toi et à tous les autres, du coup. Il y a il beaucoup de gens qui ont bossé. Il y a 150 personnes. Ouais, c'est ça. Est-ce que... ouais, c'est impossible à mesurer précisément, mais vous avez une idée un peu du reach que ça a eu, ce dernier événement-là, le nombre d'impressions, quoi, sur tous les réseaux? Ah ouais, on a tout, hein. On avait fait plus de 200 millions de vues. Ouais, c'était ça sur le hashtag For You Awards. Bah, tu peux le retrouver sur TikTok. Les vidéos, ils sont encore. On avait lancé un compte TikTok 2 semaines avant l'event. Il était monté à 150 000 abonnés en 2 semaines. Il y avait une hype de dingue. Mais de dingue. Et en fait... pour un événement, ouais. Ouais, pour un événement sans ambition de base. Hein. Sans ambition du tout. En fait, on avait simulé le vol du trophée. On avait fait toute une fiction pour simuler le vol du trophée. Et en fait, c'était plusieurs créateurs. Donc, il y avait Antion, il y avait plein de gens qui s'accusaient au fur et à mesure. Ah, mais c'est lui, il était pas là. Enfin, il était là, il était dans le théâtre du Châtelet à ce moment-là pour voler le trophée, etc. Bon, bref. Et les gens en commentaire devenaient fous. Attends, est-ce que c'était le truc? Ah non, rien à voir, je crois. Est-ce que c'était le truc avec l'Inquétéracide de... Non, eux, c'est un truc à... Non, j'ai mixé avec un autre coup. Eux, ils se sont fait voler un trophée, mais rien à voir. Bah, ça devait être trophée YouTube. Ça devait être la même mécanique. Ouais. Ça devait être la même mécanique. Et les gens en commentaire étaient comme des oufs. Et les créateurs recevaient des DM en mode attention, t'es accusé de ça. Rends le trophée. Ouais, mais vraiment, rends le trophée. On va appeler la police. On sait que c'est toi qui l'as volé et tout. Et du coup, on avait lancé le compte du théâtre du Châtelet avec la vidéo de surveillance du vol du trophée. De la fiction. Et là, ils ont fait 68 000 abonnés juste avec cette vidéo qui avait fait 15 ou 20 millions de vues. Première vidéo du compte. Incroyable. Ouais, c'était vraiment le sujet du moment. C'était repris de partout. Les gens, ils étaient en react sur le... Bref, c'était une histoire de fou. Et ça avait eu un reach énorme. Il y avait Quotidien qui était venu. Même la télé s'y était intéressée. Donc, non, c'était sympa. Trop cool. J'en mets de fou, franchement. Et voilà. Et du coup, je parlais au tout début des TikTok Awards parce que j'aime bien penser que TikTok a vu ça et s'est dit, mais ce serait bien de faire une remise de prix officielle à nos meilleurs créateurs. Je peux pas tout dire ici, mais ouais. Voilà. Donc du coup, parce que du coup, c'est peu après ça que du coup TikTok a commencé à faire ces events-là. Ouais. Donc ouais. voilà.
pour la petite anecdote. Mais ouais, chambé, et voilà aussi du coup avec Victor Abchi et le guide ultime, c'est très stylé. Trop cool. Bah écoute, on va finir tranquillement sur tes petites. Là, c'est l'instant boule de cristal 2025. Ouais, donc au moment où on tourne, on est en janvier. Là, ça sortira pas tout de suite dans 2-3 mois, je pense. Au moment où on tourne, mais c'est valable quand même. Il nous restera du temps devant nous. Mais donc, je vais citer les points que t'as postés toi-même sur ton LinkedIn. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on les développe. Si t'as rien d'autre à ajouter, bah on passe au suivant. Ok, trop bien, let's go. Let's go. Alors, tu as mis en premier point, les événements endorsés par les créateurs vont exploser. Ouais. De quel type d'événement tu parles et pourquoi ça va exploser selon toi? Alors, je parle de tous les événements physiques qui sont portés par des créateurs. C'est un peu la mouvance qui est arrivée avec le GP Explorer, même s'il y en avait d'autres avant. Mais je parle vraiment des événements publics. Pour moi, en fait, du coup, je l'ai expliqué un peu dans un post que j'ai sorti hier. C'est que pour moi, en fait, l'événementiel physique, c'est encore à ses débuts dans le monde des créateurs. Qui a énormément de nouvelles opportunités business à aller chercher dessus, que ce soit de la vente de places, que ce soit de la vente de merch, que ce soit du pay-per-view, même si en France c'est pas trop la norme. Par exemple, un Jake Paul quand il fait ses combats de boxe, il prend je sais pas combien de millions parce qu'il fait du pay-per-view et que ça marche super bien. Donc déjà d'un point de vue business, ça offre des opportunités qui ont jamais été explorées auparavant. Évidemment, ça coûte aussi beaucoup plus cher, mais au final, tu t'y retrouves. Ça permet de créer des histoires et où on sort un peu de juste je balance ma vidéo YouTube, la personne la regarde et 20 minutes, elle est sur une autre vidéo et elle a oublié ma vidéo. Ouais, ça crée un événement mémorable. Exactement. Tu vois, sur le GP, quand tu vois tous les créateurs qui s'entraînent, qui vont au circuit, qui vloguent leur préparation, quand tu vois Déter, avec Billy, le combat de boxe, où tu vois tout le monde s'entraîner avant l'event. Amine avec ses matchs, tu vois les entraînements, ouais. Exactement. En fait, ça crée une histoire et ça crée un fil rouge et donc l'attachement est beaucoup plus fort que juste poster ta vidéo. On a tous rigolé 20 minutes, mais au final, t'as pas créé forcément le lien profond comme t'aurais pu le faire avec un event. Voilà. Ensuite, je pense que sur le côté institutionnel, ça va avoir un impact de fou. Quand tu vois les stats du GP Explorer, donc même si c'est de la F4, qui sont, je connais pas les stats de la F1, mais en tout cas sur la Gen Z, les gens ont beaucoup plus regardé le GP Explorer de Squeezie que la F1 avec Charles Leclerc. Pareil pour les combats de boxe amateurs de Déter. Ouais, oui, je pense que là ça a explosé. C'était un multiplicateur là, je pense. Explosé les stats de la boxe, de l'audience de la boxe professionnelle. C'est même pas classique, c'est professionnel. Classique, c'est professionnel sur les médias classiques, quoi, je veux dire. Ouais. Et donc ça bouscule toutes les cartes. Et en fait, demain, là, ça a commencé avec la F1, le foot avec Amine, pareil, qui a explosé tous les compteurs, la boxe avec Billy. Mais en fait, aujourd'hui, ça donne des nouveaux moyens d'expression et en fait ce qu'on se rend compte c'est que la force c'est vraiment les créateurs qui sont derrière ça et donc ceux qui ont les capacités financières, les capacités de production pour le faire, ils iront vraiment loin et je pense que ça va exploser et ceux qui vont se positionner correctement dessus vont pouvoir marquer la création de contenu assez fort, quoi. Ouais. Bah, c'est des bons exemples que tu as cités. En tout cas, je pense que même nous, en tant que, si on se positionne comme viewer ou consommateur, on va dire, on peut que espérer qu'il y en ait plus, en tout cas cette année, parce que c'est une régalade et c'est ça qu'on retient à la fin, effectivement, d'une grosse année. Voilà, d'une certaine manière, tu vois, le gros événement, donc les For You Awards dont on a parlé, voilà, c'était en 2022. On se retient d'une année, enfin, on se rappelle, pardon, d'une année pour ce type d'événement. Donc, il n'y a pas eu que ça, mais voilà, j'ai en fait, dans la carrière d'un créateur, en tout cas, ça marque un peu les années, le fait de faire complètement régulièrement ce genre d'événement, quoi. Complètement. T'avais noté un autre point qui est les budgets des marques vont se polariser entre les très petits créateurs et les très gros créateurs, laissant un creux dans les créateurs du milieu. Ouais.
Alors que tout à l'heure, on disait justement que les créateurs du milieu, ils mangeaient entre guillemets un peu aux deux, je sais pas comment on dit. Bref, les deux côtés bancal là. À tous les râteliers, c'est ça que tu veux dire? Non, mais qu'en gros, ils pouvaient bénéficier un peu du marché UGC et en même temps des campagnes d'influence, etc. Ouais. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça va se polariser. Donc, pourquoi les créateurs intermédiaires, on va dire en termes de taille, Ouais. n'auront rien. Tu vas voir, c'est ultra simple. C'est que soit les marques ont besoin de créa Donc, elles vont voir les plus petits. parce que elles fonctionnent. En fait, historiquement, toutes les marques dépensent beaucoup d'argent dans le média. Donc le média, c'est Facebook Ads, Insta Ads, TikTok Ads, Google Ads, etc. Ils payent pour avoir de la visibilité. Ok. Avant, ils payaient des graphistes pour avoir des images qui faisaient tourner en pub. Aujourd'hui, le format qui marche, c'est le format vidéo. Donc, ils ont besoin de créa vidéo. Donc, pour pouvoir faire du média. Donc, plutôt que d'aller payer un influenceur 10 000 euros, un créateur 10 000 euros pour avoir une seule vidéo de 30 secondes, bah pour le même prix, ils peuvent en avoir des dizaines et des dizaines. Donc, ils vont plutôt penser format, et donc format vidéo pas cher pour pouvoir faire tourner du média, c'est de l'UGC. Donc, polarisé sur la fourchette basse du contenu. Alors que si tu prends un créateur un peu plus gros en termes de stats, il va potentiellement te facturer aussi sa notoriété. Voilà, bah évidemment. Donc ça va te coûter plus cher, quoi, en gros. Voilà, donc ça va te coûter plus cher, et c'est pas ce que tu cherches, parce que toi, tu veux juste faire tourner tes créas en médias. Bon, c'est un peu technique peut-être pour certains, mais ceux qui... Enfin voilà, vous aurez compris. Et ensuite, donc ça c'est le pôle pas cher de la polarisation, et le pôle cher. En fait, le pôle cher, je le définis plutôt sur les créateurs qui font du ROI et où on est sûr de la qualité. Donc ROI, retour on investment, ouais. En anglais, donc retour sur investissement. Ouais. En gros, tu vas payer ton créateur 10 000 euros et tu vas faire 30 000 euros de vente sur ton commerce ou sur ta marque. Bon. Ça, c'est quelque chose que les créateurs du milieu n'ont pas forcément. Il y a beaucoup de créateurs qui ont 1 million d'abonnés, mais qui vont générer 0 vente quand ils vont faire une vidéo parce que ils n'ont pas une communauté solide, parce qu'ils sont pas suivis, parce qu'ils n'ont pas la confiance de leur audience, etc. Et en fait, ça crée beaucoup de déception pour les marques. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui dépensent des gros budgets. Ah, lui, il a 1 million d'abonnés, je vais le payer tant d'euros, je vais faire un retour. Et en fait, le mec leur génère vraiment 0 vente. Et en fait, il y a, je pense, ce manque de confiance qui se crée dans les créateurs du milieu, que les gros créateurs, donc des Squeezie, des Lena, des Inox, eux, ils sont là depuis longtemps, ils ont une communauté qui suivent, ils ont beaucoup de collabs à leur actif, donc ils ont un track record quand même assez puissant. Ils ont une confiance de leur communauté qui est énormissime, quoi. Qui est énormissime. Demain, Inox, voilà, tout simple. Inox, il a sorti Instinct, sa BD, numéro 1 des ventes sur Amazon pendant je sais pas combien de semaines. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est des créateurs qui ont de l'impact. Et donc aujourd'hui, une marque, quand elle va être rationnelle, et parce que les budgets influence, il y a eu l'âge d'or où les marques dépensaient beaucoup en influence. Mais en fait, vu que il y a beaucoup de créateurs qui pricent super cher, alors qu'ils ont des communautés qui ne sont pas rentables pour la marque, et les marques, elles se disent quoi ? L'influence est plus rentable, je retire mes budgets, ou alors je les alloue que sur des créateurs où je suis sûr d'aller avoir du ROI. C'est winner takes all, quoi, en gros. Ouais, voilà, exactement. Et donc, d'où le fait que j'ai dit que les budgets des marques allaient se polariser, soit donc pas cher du tout la créa sur l'UGC, soit elles vont être prêtes à payer très cher des gros créateurs, mais là où elles vont être sûres. Et en fait, il va y avoir un peu un ventre mou au milieu, des créateurs middle qui vont se retrouver à est-ce que je me price cher, est-ce que je me price pas cher, est-ce que j'ai du ROI, est-ce que j'en ai pas, est-ce que ma communauté a vraiment de la valeur, est-ce que j'ai 1 million d'abonnés, mais est-ce que ça a vraiment de la valeur, ou est-ce que c'est juste un chiffre qui n'a pas vraiment de profondeur. Et moi, si je pouvais donner un seul conseil aux créateurs aujourd'hui, qui veulent créer des vraies relations avec des marques, collaborer pas juste sur un one shot et avoir fait leur braquage, mais vraiment créer des bonnes relations et avoir des marques qui reviennent tous les mois, limite créer
des partenariats d'ambassadeurs et aller plus loin et pérenniser leur business, c'est pricez-vous à votre juste prix. Si vous avez 1 million d'abonnés mais que votre commu elle vaut 500 balles, faites payer 500 balles parce qu'en fait c'est dur à estimer, tu vois. Il y a beaucoup de créateurs et de créatrices que je reçois ici qui ont eu le problème inverse, c'est-à-dire qu'ils se sont sous-vendus au début parce que justement on sait pas quand on débute combien est-ce qu'on vaut, combien vaut sa communauté, etc. Et donc certaines marques en tout cas en profitent aussi, mais à l'inverse effectivement oui, si tu te mets trop cher le meilleur indicateur, je vais te le dire, c'est est-ce que la marque revient. Oui. Moi, tous les influx avec qui je bosse, et je bosse avec des dizaines tous les mois, je peux te dire, ceux qui se price super cher, qui sont pas rentables, tu les rappelles jamais, quoi. J'ai aucune raison de rebosser avec. Ouais. Par contre, le créateur, même s'il se price cher, mais j'ai du ROI, il est rentable, il sait ce qu'il fait, c'est carré, mais je vais rebosser avec lui tous les mois. Ouais. Parce que j'ai du résultat pour mon client, le mec bosse bien, c'est fiable, et c'est pour ça que je fais appel à lui, en fait. Donc, vaut mieux se pricer moins, mais avoir un contrat sur 6 mois, 1 an, parce que la marque en a pour son argent, plutôt que de faire le braquage de l'année à se pricer super cher, et qu'en fait le mec se dise ah ouais, lui, 0 ROI, et qu'il aille dire à tous ses potes directeurs marketing, ouais lui, non, n'y va pas, c'est une arnaque. Ouais, après, oui, ça va vite. Et ça se sait. Parce que quand t'annonces un prix, derrière, faut le justifier, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, attends, moi, j'ai une question pour toi, parce que du coup, je pense que t'es bien placé pour avoir des infos sur ce type de choses, parce que ce que je pourrais répondre à tout ce que tu viens de dire, qui est vrai, c'est très intéressant comme analyse, c'est qu'il y a des marques qui cherchent pas forcément le retour sur investissement instantané dans des campagnes, c'est souvent le cas, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'awareness, donc c'est les campagnes de notoriété, et le but c'est juste matraquer quoi, pour être ensuite top of mind. Bon, c'est l'enfer des anglicismes, mais tu vois, c'est se faire connaître et juste faire en sorte que demain, quand les gens pensent à un produit que vous proposez, ils pensent à votre marque et pas à ceux des concurrents. Donc ça, c'est les campagnes de notoriété qui incitent pas forcément à faire de la conversion à l'instant T dans les campagnes sur YouTube, etc. Et il y a des marques qu'on peut citer, pour n'en citer que 3, NordVPN, RhinoShield, Oli, qui s'en foutent de la taille du créateur, j'ai l'impression. C'est-à-dire que t'en as sur les mecs qui ont 100 000 abonnés, 15 millions ou 1 million, enfin bref, ils sont partout. Ouais. Ça, c'est des campagnes qui valent des millions et des millions. Enfin, je veux dire, des NordVPN, j'ai aucune idée de leur budget total, mais ça doit être faramineux. Ouais. Et en fait, ces gens-là, bon, ils font de la conversion aussi, parce qu'on le voit avec certaines campagnes, des call to action, etc., mais enfin, juste, c'est la stratégie du tsunami, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, ils sont là sur chaque vidéo que tu regardes. Ouais. Et donc, c'est quoi la stratégie d'une marque comme NordVPN, par exemple, pour les prendre eux, parce que je pense que c'est un peu la question que monsieur ou madame tout le monde peut se poser, tu vois, c'est comment ils sont rentables, en fait, en dépensant autant sur autant de vidéos et chez des créateurs aussi gros, tu vois, et sur chaque vidéo. Alors, c'est quoi la stratégie de NordVPN? Alors, NordVPN, c'est très marrant que t'en parles parce que c'est pas un achat compulsif. T'achètes jamais un VPN. Genre, oh putain, il me faut un VPN. Je viens de voir une pub de VPN. Ah, il me faut un VPN. Ça existe pas. Leur game à NordVPN. Alors, pour le coup, je bosse pas avec. Donc là, c'est que mon analyse. Oui, mais ce n'est pas avéré. Je ne sais. Bien sûr. Mais je te demande ton avis parce que tu connais ce milieu-là et tu as peut-être bossé avec des marques qui ont la même stratégie, en gros. Moi, je pense que si j'étais NordVPN, en fait, ma strat, ce serait de me dire, ok, un VPN, tu le prends quand t'as un besoin, genre t'es dans un autre pays, ton WhatsApp il passe pas, t'as besoin d'avoir un VPN, etc. Les VPN, c'est technologie, c'est données sensibles, etc. Donc il y a quand même un gage de confiance et de sécurité. Le fait de lier son image à des créateurs, donc qui sont suivis, qui ont la confiance de leur audience, déjà aujourd'hui, je te pose la question. Aujourd'hui, si tu devais prendre un VPN, il y a dans 90% des cas, les 3 premiers que tu vas me citer, il y aura NordVPN. Si ce n'est le premier. Si ce n'est le... en termes de notoriété, du coup, eux, ils sont top of mind de chez top of mind. C'est-à-dire que... c'est safe. En fait, moi, ça a fait l'effet contraire. Je pense qu'il y a le cas chez beaucoup de gens, mais tu sais, au bout d'un moment, à force de te faire matraquer, tu te dis, mais je ne céderai pas, tu vois, genre, c'est presque un défi. Tu te dis, mais la pub, j'en ai marre, tu vas de me faire matraquer à ce point-là, et du coup, je n'irai jamais chez eux, et presque, je préfère aller chez un concurrent, tu vois, exprès. Donc, moi, si je devais te répondre, j'irais, tu sais, dans le VPN classique de Apple ou de Google, tu sais, quand t'as Google One, t'as le truc de Google, enfin, voilà, genre les VPN inclus, quoi, dans les téléphones. Putain, je sais même pas ça. Mec, c'est fou. Apple, t'as un VPN que tu vas activer en 2 secondes. Bon, pour le coup, NordVPN, ils sont inclus dans Revolut aussi, donc tu peux l'avoir gratos. Donc du coup, au final, j'ai cédé, mais je paye pas pour. Voilà, tu l'utilises. Je l'utilise jamais en vrai. Donc, non, mais pour reprendre
Mais ouais, L'analyse, donc, donc. Il se positionne comme VPN de confiance. Ouais. Dans le but où, le jour où tu as besoin d'un VPN, où tu es en galère et tu as besoin d'un VPN, tu réfléchis pas, tu ailles instinctivement vers NordVPN. C'est ça, top of mind, et voilà, tu penses à eux et à personne d'autre, quoi. Donc c'est même top part de marché sur la présence d'esprit. C'est même pas spécialement part de marché business, c'est vraiment... c'est ça, c'est top of mind. Ouais. Donc eux, je pense qu'ils ont vraiment ce game-là de se positionner en numéro 1, mais ça, c'est très lié au comportement d'achat d'un VPN. Là où, par contre, t'as certains produits, typiquement les vêtements, quand il y a un drop de vêtements et un nombre de pièces limitées, là, c'est compulsif. Tu vois, donc ça va être des strates qui vont être très très différentes. Mais bon, voilà, pour te répondre à NordVPN, je pense que leur but, c'est juste d'inonder le marché, d'être les numéros 1 dans l'esprit des gens. C'est rentable, du coup. S'ils continuent, ça fait 3-4 ans qu'ils font ça. Oui. C'est fou, tu vois, c'est incroyable de se dire ça. Rhino Shield, pareil. Mais Rhino Shield, à la limite, on peut comprendre parce que, enfin, tu vois, c'est des objets qui sont quand même chers, tu vois, pour ce que c'est. On se doute que voilà, c'est full marge, etc. Dans VPN aussi, tu vois, c'est du logiciel, c'est du produit. Le produit est friendly, comme t'as dit, voilà, il joue sur cet aspect confiance. Mais tu vois, ça reste des petits montants, quoi. Et ils vendent comme ça, ils disent voilà, c'est un café par mois, etc. Et en fait, c'est fou, tu vois, de se dire qu'ils ont, je sais pas d'ailleurs, cette boîte-là, enfin, tu vois, je sais pas s'ils ont levé des fonds, je sais pas qui est derrière la maison mère, etc. Mais c'est Théo, c'est marrant comme strat, quoi. Théo Lyon a fait une vidéo, si je te dis pas de bêtises, où il est allé. Tu vois qui c'est, Théo Lyon? Bien sûr. Ouais. Okay. Il a fait une vidéo Kodak. avec, exactement, sur sa chaîne YouTube, donc Théo Lyon. Il a fait une vidéo avec eux où il est allé direct dans leur bureau. Et je pense que ça peut t'apporter pas mal de réponses pour comprendre un peu mieux comment. Moi, j'avais pas vu. fonctionne. C'est un crack Théo Lyon, bien sûr. Je regarde son YouTube, son podcast aussi qui est très cool. Ouais, trop fort. Ouais. Ok, bah écoute, c'était intéressant d'avoir ton point de vue sur ça, parce que je pense que c'est un peu le truc que tout le monde se dit. En tout cas, moi, ça c'est. Et puis ils font aussi de la vente directe, genre. Oui, bien sûr. T'en as qui voient la pub, ils se disent oh, trop bien, je vais pouvoir voir le manga au Japon grâce au VPN. Ouais. Qui est pas sorti en France, ils prennent direct. Il y a ça aussi. Donc ouais, ils s'y retrouvent. Écoute, j'hésite à te poser une dernière question parce qu'on va devoir finir cet épisode très malheureusement parce que c'est une régalade pour moi là. Je pourrais continuer encore longtemps. Mais en vrai, les autres points, on les a abordés déjà dans l'épisode, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'était très intéressant. Et écoute, je te propose de terminer sur mes deux dernières questions habituelles que je pose à tous mes invités, sans exception. Ok. La première étant, qui est-ce que tu verrais à ta place sur ce siège et qui serait pertinent selon toi dans le podcast? Ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un dont tu as envie d'apprendre un peu, tu vois, entendre les coulisses, les backstage, comme on l'a fait là. Alors, soit je vais te dire deux personnes qui sont Théo Lyon. Parce que Théo, il a une grosse stratégie de contenu. Je pense qu'il peut être ultra intéressant, surtout sur la partie business. Maxime Click. Maxime, ça fait 3 invités de suite au tournage qu'on me. On était obligé, Maxime là. Maxime qui peut t'apporter énormément de valeur. Et puis un autre qui est vraiment pas trop dans notre marché, mais qui est Silouane Pascal, qui fait un format qui s'appelle 24 heures with, et où il passe 24 heures avec des mecs du business. Il a fait Oussama, il a fait Angel Fivez. C'est vrai que c'est marrant, ouais. Là, il y a un épisode avec Younes de Black Box qui va sortir. Et c'est des formats qui sont ultra travaillés et que je trouve vraiment très quali. Donc voilà, ça te fait 3 personnes qui pourraient être intéressantes. Trop cool. Bon, j'en demandais même pas tant, mais 3 personnes, écoute, c'est excellente proposition, donc ouais. Avec plaisir. Écoute, j'espère que cet exercice t'a plu à toi, en tout cas. Moi, c'était très cool. C'est aussi une première rencontre entre nous, donc. Ouais, de ouf. Et en plus, on a attaqué direct parce que voilà, on avait les horaires du studio qui font qu'on doit se quitter malheureusement, mais ouais, c'était vraiment très cool. Et la dernière question, pareil, que je voulais te poser, c'était quel conseil est-ce que tu donnerais au Adrien d'il y a 10 ans, donc le Adrien de 15 ans, si tu vois cette émission existait déjà et que tu l'avais écoutée justement à 15 ans? Je lui aurais dit commence le contenu le plus tôt possible et commence le contenu là où personne ose le faire. Typiquement, je te le dis là parce que je pense que je le ferai pas. Le live, trop sous-coté, notamment dans la sphère business. Tu vois, tout le monde a mis du temps à arriver sur LinkedIn, tout le monde a mis du temps à faire des reels, tout le monde met du temps. Et en fait, juste ceux qui raflent tout, c'est les premiers qui le font. Donc, tente, fais des choses, teste des formats,
fais pas des trucs débiles. Tant que c'est sérieux, ça ne peut que marcher. T'as aucun regret. Et sur la partie agence, je dirais, parce que je pense que tu as une audience qui est aussi concernée par les agences, je dirais, deviens vraiment le meilleur de ton domaine. Cherche pas la croissance. Cherche à rendre vraiment tes clients, à chercher le 100% de satisfaction client, parce que c'est ça qui va faire que ton agence va être la numéro 1, et c'est pas ton CA, et c'est pas la taille de ton équipe, c'est pas la taille de tes bureaux, c'est ton curseur numéro 1, c'est est-ce que ton client est satisfait et à combien de pourcents il est satisfait. Ouais, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'il reste ou pas avec toi aussi, il faut les chouchouter. Et c'est ça qui fait que tu apprécies l'aventure aussi. Sinon, si c'est l'usine, c'est pas marrant. Et c'est un très bon conseil. Ça résonne beaucoup avec moi. Effectivement. Trop cool. Et juste parenthèse sur les nouvelles plateformes. Enfin voilà, d'essayer de doser quand personne le fait et que les gens arrivent, tu vois, après. Est-ce que tu l'appliques encore aujourd'hui? Genre là, Insta qui lance Thread et Blue Sky, tu sais, qui est un peu le nouveau Twitter. T'es dessus par exemple? Moi, Thread, j'avais téléchargé la version pirate là. J'étais dans les premiers Français à avoir Thread. Ok. Donc j'étais à fond dessus. Après ça a pas pris, donc j'ai un peu laissé. Blue Sky, j'ai jamais téléchargé parce que c'est encore très très minime. Il y a pas grand monde. Mais je reste Tu surveilles. Tu surveilles quoi? Je surveille. Tous les jours, je fais ma veille. Je regarde ce qui se fait. Aussi les nouveaux formats. Les nouveaux formats, parce que même tu vois, YouTube, ça se réinvente. Alors que YouTube, c'est le dinosaure, quoi. Ouais. Ça se réinvente. TikTok, ça se réinvente. Insta, ça se réinvente. Tout change très, très vite. Et faut rester ultra connecté. C'est trop important. Moi, j'estime que c'est ça, la valeur que j'ai dans ce milieu-là. C'est vraiment d'être à jour, d'être au courant de tout, de toutes les tendances et tout. J'ai toutes les refs à mon grand âge. D'ailleurs, je devais me poser des questions. C'est pour ça que les clients font appel à nous. Donc, bien sûr, je conclurai sur ça. Je pense que t'es un gars passionné. De toute façon, ça se voit. Moi, j'ai entendu beaucoup de bien, de slick, de la part de créateurs surtout. Mais voilà, les marques collaborent beaucoup avec vous. Elles restent avec vous dans la durée aussi. Donc, c'est gage de qualité. Donc, écoute, continue comme ça, ainsi que à toute ton équipe. Du coup, je vous souhaite de continuer et de kiffer l'aventure aussi longtemps que faire se peut. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé ou écouté du coup l'épisode. On espère que ça vous aura plu. Je sais pas on mettra le lien du site du coup de Slick en description qui sera normalement refait d'ici là. Peut-être pas. Ce sera la surprise. Cliquez pour voir. Tes réseaux, donc ton LinkedIn, c'est en prio. Je sais pas c'est quoi tes réseaux. Adrien Copain, LinkedIn, Insta, c'est pareil. Voilà, on mettra LinkedIn, Insta, le lien du site. Et puis pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà. Peut-être j'allais dire un mail et tout, mais en vrai, allez sur le site si vous voulez contacter Slick. Mon mail, ne spammez pas. Ne spammez pas, parce que j'ai déjà trop de mails. Voilà, tout sera en description pour les intéressés. Merci à vous d'être restés jusque-là. Si vous y êtes, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Solo Créa. Merci Adrien, à très bientôt. Merci à toi. Salut. Petit rappel, juste pour t'indiquer que si tu cherches à embaucher des freelances facilement ou si tu es toi-même freelance et que tu cherches à mettre en avant ton profil auprès des créateurs de contenu, notre plateforme 100% gratuite Web Talents est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solo Créa.